Moi, j'idéalisais les choses en me disant, si un jour je vais à la guerre, je serai un vrai combattant, un vrai soldat et je serai une autre personne. Et en fait, je me suis rendu compte que quand on vit la guerre, on peut pas dire j'ai pas peur, c'est faux. Ça, c'est faux. Et les gens qui vous disent qu'ils ont pas peur, c'est des menteurs. En tant qu'homme de terrain, ce que je peux vous dire, c'est qu'en fait, quand on a connu la guerre, on va beaucoup moins à l'affrontement. Hmm. Et que la pire des choses qui puisse arriver, c'est la guerre. Je me pose encore la question pourquoi aujourd'hui je suis vivant. Quand vous perdez un homme, c'est comme perdre un enfant. On ne peut pas sortir indemne. Quand on perd un homme qu'on a forgé, formé de A à Z, avec qui on vit, et parfois je vivais plus avec mes hommes qu'avec ma famille. Voilà, clairement, ils avaient confiance en nous. Donc quand on en perd un, même si on n'est pas responsable, même si techniquement, on s'en veut quand même. Un père parachutiste, il a grandi entre rigueur et engagement, le judo comme discipline, le nord, le Touquet. À 17 ans et demi, il choisit l'armée. À 18, il part en opération extérieure, OPEX. À 25, il a déjà vu la mort. Une embuscade en Afghanistan, un mort, un blessé grave, un rapatriement. Stress post-traumatique, hôpital psychiatrique, alcool, divorce, colère. Et puis une autre bataille, celle de la reconstruction par le sport, la fraternité, la transmission. Aujourd'hui, il accompagne des camarades blessés pour aider des jeunes cabossés. À l'heure où Emmanuel Macron relance le débat sur le retour du service militaire, sa parole résonne autrement. Pour info, Geoffrey Audic. Et bonjour Geoffrey, bienvenue. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation de Pour Info. On est extrêmement heureux de vous accueillir parce que vous avez, mais alors vraiment une vie extrêmement intéressante. Votre vie est intéressante. Ensuite, vous avez essayé de rendre ce que vous avez appris. On va prendre le temps de le développer. Et vous avez aujourd'hui, comme je le disais, un regard et une voix particulière dans tout ce qu'on entend sur le retour de la guerre. On sent la poudre arriver. On a tous peur de Vladimir Poutine. On entend que le président de la République repense au service militaire. Après l'échec de son service national universel, on va se poser. Pour une fois, je vais essayer d'articuler. Je vais vous écouter et vous allez tout simplement nous raconter votre vie. Je le disais, votre père était parachutiste. Donc déjà, vous avez grandi avec un père parachutiste et on sent que ça vous a marqué. Qu'est-ce qui vous a inculqué votre père ? Il m'a inculqué la rigueur, l'exemplarité, qui sont des valeurs très importantes à mon sens pour tout citoyen. Cela couplé aussi à une carrière dans le judo, De haut niveau. de haut niveau, qui m'a inculqué les codes moraux, le courage, la persévérance, et puis de ne pas baisser les bras lorsqu'on a des difficultés, des échecs, et c'est ce qui m'a permis au travers de mon parcours, je pense en tout cas, de me forger une capacité de résilience et une capacité à surmonter les difficultés que l'on peut tous avoir, hein. D'ailleurs, il n'y a pas que les militaires qui ont des difficultés, mais je pense que mon vécu, mon enfance, notamment avec un papa cadrant et une maman aussi cadrante, et les sports de combat. Qu'est-ce qu'elle faisait votre maman ? Donc ma maman était aide-soignante dans le milieu handicapé, en l'occurrence, et s'occupait d'enfants handicapés. Okay. Et je me rappelle très bien, et c'est assez intéressant par rapport à ce que je fais aujourd'hui, que Aider les petit, jeunes. voilà, aider les jeunes. Petit, j'avais, lors des week-ends, ma maman prenait des personnes en situation de handicap, des jeunes notamment, parce qu'ils n'avaient pas de famille qui venait les chercher, ou parce qu'ils n'avaient pas forcément la personne volontaire ou adaptée pour les accueillir. Et donc à la maison, j'avais des personnes en situation de handicap qui venaient. Donc depuis tout petit, j'ai été sensibilisé à ça. Je me rappelle très bien qu'il y avait une personne en situation de handicap qui était en fauteuil, et je jouais avec elle chez moi dans le jardin, et j'essayais de trouver des petites astuces pour lui faire les mêmes activités que moi. Donc ça vient de votre maman d'être au service des autres, on va en parler, mais ce qui m'intéresse, c'est aussi vos racines émotionnelles. Et donc votre père était parachutiste et vous étiez donc judoka de haut niveau, donc on imagine à la fois la gestion de la violence aussi. Est-ce que vous diriez que l'entrée dans l'armée, ça a été genre une évidence ou carrément un choix délibéré ? Vous auriez pu faire autre chose ? Non, c'était vraiment un choix délibéré. Je voulais vraiment servir mon pays. C'était la priorité. Donc c'est par patriotisme. Par patriotisme, par l'envie de servir, l'envie d'appartenir et puis de participer à un monde meilleur. Et j'aurais pu très bien devenir sapeur-pompier, j'aurais pu devenir gendarme ou autre, mais je l'ai choisi au travers de l'armée parce que j'avais cette notion d'exigence. Mon papa me disait souvent, quand je faisais mes stages en montagne, il y avait des chasseurs alpins et des grands bérets qui nous faisaient les stages. C'était très difficile, et j'ai gardé ça en tête. Et d'ailleurs, quand j'ai intégré l'armée, je lui ai pas dit de suite que j'étais chasseur alpin. Alors racontez-nous, pourquoi ? Donc en fait, comme il parlait toujours des chasseurs alpins, j'avais envie de lui faire plaisir. C'est comme tout enfant vis-à-vis de son papa. On a envie de faire plaisir et j'avais envie de le surprendre. Et donc, lorsque je me suis engagé, je suis arrivé au 7e bataillon de chasseurs alpins, à Bourg-Saint-Maurice, en Savoie. Et en fait, je lui ai pas dit de suite, pour lui, j'étais parachutiste. Et lors de la remise de la fourragère, qui est une cérémonie qui finalise la partie incorporation des 6 mois. Qui est difficile. La partie Incorporation. tout à fait, l'incorporation est très difficile. Très surtout physique. En montagne, on ne peut pas tricher.
En montagne, l'été, l'hiver, c'est très exigeant. Et moi, étant nordiste, je n'avais jamais fait de ski. Du Touquet. Voilà, tout à fait. Je n'avais jamais fait de ski. Et quand je me suis engagé, je suis arrivé, le lieutenant, en l'occurrence, qui s'appelle lieutenant Pierre, me disait, écoute, tu feras pas long feu ici, parce qu'il y avait beaucoup de montagnards qui savaient déjà skier. Et moi, je suis arrivé au mois de février, je ne savais pas skier. Donc, ils m'ont dédié un sergent, un cadre pour pouvoir me former. Et puis, j'ai appris à skier. Et aujourd'hui, je suis qualifié en haute montagne, alors qu'au départ, je ne savais pas du tout skier. Et pourquoi chasseur alpin alors? C'est pour moi les unités les plus exigeantes en termes de pratique des activités sur le terrain, en l'occurrence des missions. Et puis, c'est des unités très prestigieuses. Ce que j'ai remarqué au travers de mon expérience, parce que j'ai côtoyé différents types d'unités, c'est que chez les chasseurs alpins, il y a une notion d'exigence, d'excellence. Pourquoi cette obsession de l'exigence qu'on sent dès que vous parlez? Parce que j'avais besoin, je pense, depuis tout petit, après avoir éduqué comme ça, comment dire, de faire en sorte que je reste exigeant vers moi-même, quoi qu'il arrive. C'est quoi le plus dur lors de la formation? Donc vous n'aviez jamais skié de votre vie. 6 mois à la dure. C'est quoi le pire souvenir? Le moment où vous avez dit je vais lâcher l'affaire. Le pire souvenir, c'est quand vous descendez au pied des pistes et que vous avez des touristes qui sont en train de vous regarder en disant « Oh, regarde mon fils, il y a les chasseurs alpins qui skient, regarde, ils sont beaux ». Et en fait, vous faites des points-virgules parce que vous ne savez pas tourner. Et que vous... C'est quoi des points-virgules? C'est-à-dire que vous faites des traversées de pistes et puis vous tombez au virage parce que vous ne savez pas skier. Ah oui. Et qu'en fait, vous êtes habillé en chasseur alpin et vous vous retrouvez avec des gens qui s'attendent à ce que vous ayez un niveau de dingue en ski, ce qui n'est pas le cas du tout. C'est la honte, ils vous filment et vous, à chaque virage, vous tombez. Moi, je me rappelle que les gens rigolaient beaucoup quand ils remontaient sur les remontées mécaniques. Et bref, c'était une anecdote intéressante. Et là, bon, j'ai bien compris la partie, la neige, vous connaissez pas, mais est-ce que le côté judoka vous aide là? Oui, complètement. Il y a vraiment une différence entre quand on a été tout petit habitué à être dans le sport de haut niveau, notamment, où il y a une forme d'hygiène physique, mentale, morale, une capacité à se mettre dans la difficulté, le dépassement de soi. Entre celui qui l'a vécu et celui qui ne l'a pas vécu, il y a une différence. C'est une certitude, et ça se voit notamment sur ces moments lors des incorporations où c'est très difficile, il y a une sélection qui est faite. Alors l'armée a un peu évolué sur ces sujets-là, mais quand je me suis engagé en 2005, clairement, il y avait vraiment une sélection qui était faite. Et donc, si jamais vous n'étiez pas au niveau... Physique, mental et moral. Et moral, les trois. Oui. Et avec des éliminations. Il pourrait y avoir des éliminations, tout à fait. Si vous n'êtes pas adapté et compatible au métier, parce que c'est un métier exigeant. Et à ce moment-là, avant de partir, on va partir en OPEX avec vous, mais à ce moment précis, donc vous êtes baraque, fils de parachutiste, judoka, vous êtes surmonté, une obsession de l'excellence, mais vous avez quelle vision de la guerre? J'idéalisais. C'est-à-dire que mon papa n'avait pas connu la guerre. Il a eu cette chance, on va dire. Et moi, j'idéalisais les choses en me disant, si un jour je vais à la guerre, je serai un vrai combattant, un vrai soldat, et je serai une autre personne. Et en fait, je me suis rendu compte que, pour l'avoir vécu, on y viendra après, quand on vit la guerre, on va moins à l'affrontement. Quand on vit la guerre, on ne peut pas dire « j'ai pas peur », c'est faux. Ça, c'est faux. Quand vous faites tirer dessus, c'est pas naturel. Quand vous faites tirer dessus, vous avez peur. Et les gens qui vous disent qu'ils n'ont pas peur, c'est des menteurs. On a peur et on fait en sorte de survivre. Et ce qui nous permet de survivre, c'est les automatismes qu'on a appris durant l'incorporation et au sein des unités, qui nous permet, au niveau du groupe, de pouvoir s'en sortir parce qu'on a développé ces automatismes. Mais c'est vraiment ces automatismes qui ressortent le plus et qui vous permettent de sortir de situations qui sont quand même très difficiles. Et on y viendra après sur les différentes missions. On va avoir le temps de développer, mais du coup, si je vous comprends bien, vous étiez quelque part un peu naïf à l'époque? Complètement. C'était vraiment un idéal. Et j'ai même envie de dire que j'attendais qu'une chose, c'est de le vivre. Et alors vous l'avez vécu? Et je l'ai vécu. Vous décollez pour la Côte d'Ivoire? Tout à fait. Alors, en Côte d'Ivoire, on était sur une opération très particulière où, entre les unités du Nord ivoiriennes qui étaient plutôt des milices et l'armée ivoirienne qui était au Sud, on avait une ligne entre les deux qui était une ligne où on ne devait pas traverser d'armes ou autre. Vous deviez garder la ligne. Voilà, pour protéger un petit peu les deux, qu'il n'y ait pas de conflit entre les deux types de milices et d'armées régulières, tout simplement. Mm-hmm. Et donc, nous, on est parti en zone Nord, où là, j'ai pu côtoyer les milices. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que c'est des personnes qui défendent leur territoire. En fait, c'est des résistants, tout simplement, qui défendent leur territoire, leurs idéaux, tout simplement. Et qui ne cherchent pas forcément l'affrontement. Ils veulent juste garder leur territoire. Et quand on va sur leur plate-bande, forcément, ça crée des tensions au niveau de ces types d'unités. C'est quoi une OPEX? Alors, une opération extérieure, c'est un déploiement de soldats en unité en particulier, confidentiels ou publics, enfin, tout le moins connus, qui permettent de répondre à des besoins stratégiques, des enjeux stratégiques de la France, et des enjeux qui nous dépassent beaucoup. Moi, quand j'entends les autorités qui parlent de la guerre, en fait, il y a la vision des décideurs qui demandent ou qui nous envoient en mission.
Mais après, il y a la vision terrain, Hmm. tout autre chose. La vision de terrain, vous avez 18 ans et demi. Oui, tout à fait. C'est quoi votre quotidien, vos pensées, vos sentiments à l'époque? Alors, à l'époque, pendant l'incorporation, je pense que j'ai pris au moins 10 ans de maturité, Alors que ça a duré? alors que ça a duré 6 mois. Je ne l'ai pas constaté moi-même, on me l'a dit, et souvent mes amis. En l'occurrence, dès que je retournais en permission auprès de ma famille ou de mes amis, ils me disaient on ne te reconnaît plus. Tu n'es plus comme avant, tu parles plus, tu fais plus la fête à tout va comme avant. Vous étiez un gros fêtard? Moi, je faisais la fête comme un nordiste. Je suis basque et on fait aussi la fête, pardon. Voilà, tout à fait. Mais bon, en tout cas, voilà, j'avais changé, j'avais pris beaucoup de maturité, beaucoup de recul par rapport à tout ça. Mais au-delà de votre patriotisme, vous cherchez quoi à l'époque? L'action, l'aventure, le sens? Non, je pense que c'était viscéral. Vraiment, viscéral de servir mon pays. Patriotisme. Voilà, et surtout avec cette forme d'abnégation où je sais que j'étais capable d'aller donner ma vie pour mon pays. Mm. Ça, c'est. Enfin, quand on dit ça, ok, c'est bien, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on fait? Mais je le sais. Je sais qu'au fond de moi, Dès je suis 18 capable. ans, vous savez que vous êtes prêt à mourir Oui. pour la France. Oui, et d'ailleurs, il y a d'autres jeunes aujourd'hui dans notre pays qui ont cette envie et cette abnégation de pouvoir donner sa vie au péril lors des missions. La Côte d'Ivoire, ça se passe pas trop mal. Oui. Ensuite, il y a le Darfour. Il y a le Darfour, tout à fait. Donc, c'était plutôt des camps de réfugiés qui étaient attaqués. Donc, nous, on était à l'est du Darfour, dans un camp à proximité de la limite avec le Soudan. Et on avait du coup des combattants Janjaweed, donc des combattants à chevaux, qui venaient attaquer les camps de réfugiés. Là, c'est la première fois où j'ai vu la détresse humaine. La misère, la violence. Quand on arrive dans des villages où il y a des hommes qui ont été tués ou battus, des femmes qui ont été violées par d'autres humains. Quand vous voyez ça et que vous arrivez après l'action, vous ne pouvez rien faire, c'est très dur. C'est très dur et là, ça m'a mis vraiment, hein, en 2008, ça a totalement changé ma vision de la vie. Ça a totalement changé ma vision de la vie. Quand je rentrais à l'issue en permission ou chez moi ou auprès de ma famille, parce que j'étais en couple, quand on me parlait des soucis du quotidien, clairement, je dédramatisais beaucoup, je relativisais beaucoup. Mais du coup, je m'enfermais dans ma bulle et il n'y avait qu'au travers de mes camarades qui avaient vécu la même chose qu'on pouvait converser et puis où je me sentais bien. Parce que je me sentais incompris. Puis le Tchad. Donc le Tchad, effectivement, c'était l'endroit où on a été déployé. Vous avez fait, c'était allé 2 fois si je ne m'abuse, c'est ça? Oui, je suis allé 2 fois, tout à fait. Alors pour 2 raisons différentes, mais en tout cas, la mission avec les camps de réfugiés, ça a été la plus marquante. Il y a une chose qui m'a marqué au Tchad, notamment sur la deuxième opération, c'est que je suis arrivé dans un village pour secourir des victimes, parce que même si on est combattant, on va avant tout pour sauver des vies, hein, très clairement. Et je suis arrivé, il y avait une femme qui avait un bébé, et malheureusement, les miliciens lui avaient coupé les seins pour pas qu'elle allaite. Et là, c'est très dur. Et c'est là où je me suis dit, en fait, c'est le métier que je veux faire. C'est le métier que je veux faire parce que il faut des personnes courageuses qui n'ont pas peur d'aller donner leur vie pour ses intérêts. Et c'est là où je veux être. Là, l'armée vous a fait travailler évidemment votre physique, votre morale, votre mental, mais est-ce qu'il y a un accompagnement psychologique en 2008 quand vous avez ça devant les yeux? Pas encore. Okay. Pas encore. Ça a vraiment démarré, en tout cas l'accompagnement psychologique, psychique des militaires. Ça a démarré après, au niveau de l'Afghanistan, après Ouzbin, en 2008, où il y a eu une embuscade très importante. On va y aller, mais avant, j'aimerais qu'on passe par la Centrafrique. Tout à fait. Donc Centrafrique, c'est encore différent. On est sur des ethnies qui s'entretuent. Et je me rappelle que certains des unités ennemies, hein, si je puis dire, malgré le fait qu'on soit sous blindage avec des véhicules blindés, drogués, alcoolisés ou dans leur situation en l'occurrence, venaient quand même nous attaquer. Et là, j'ai vu en fait des combattants déterminés en face. Déterminés qui n'ont pas peur de la mort. C'est la première fois que j'ai commencé à me rendre compte qu'en face, on pouvait avoir des personnes qui viendraient vous attaquer sans avoir peur de la mort, qui étaient capables de tout donner pour leurs ambitions, les sujets qui les concernent. Je ne me permets pas de juger parce que voilà, je ne me permettrai pas, mais c'est surprenant parce que je n'avais pas été confronté à ça. Et c'est la première fois où j'ai eu à ôter la vie. Ça aussi, c'est difficile. Souvent, on se fait une représentation. Ça, la première fois que vous avez tué? Tout à fait. Souvent, on fait une représentation d'un ennemi parce qu'il faut bien s'imaginer quelque chose. Et quand vous avez cette représentation et que c'est un adulte avec telle ou telle particularité, très bien. Vous êtes prêt à l'accepter, vous l'êtes imaginé, etc. Mais par contre, quand c'est un adolescent qui vous court après avec une Kalachnikov, là, tout de suite, ça change la perception. On peut même avoir un peu d'hésitation. Mais ce qui prime, c'est la survie de ses camarades, notre propre survie. Et malheureusement,
on doit neutraliser l'adversaire. Donc ça ne veut pas dire forcément le tuer, mais au moins faire en sorte qu'il soit plus combatif pour qu'il n'impacte plus nos camarades en l'occurrence. Vous pouvez nous raconter, donc c'était un adolescent, vous avez 19 ans, c'est ça? C'est quoi, Oui. c'est au Centrafrique? Oui. On est entre deux villages et en fait, il y a ce qu'on appelle des herbes à éléphants. Donc c'est des herbes, c'est un surnom. Des herbes à éléphants. Ouais, tout à fait. Donc c'est des herbes où on pourrait cacher un éléphant, on ne pourrait pas le voir. Tellement elles sont hautes. Tellement elles sont hautes, tout à fait. Et donc en fait, on a une attaque et on a une unité qui est prise au feu. Et en fin de compte, quand on se rend compte, donc nous, on a des mesures de sauvegarde et puis surtout, on ne fait pas n'importe quoi. Il y a des protocoles, quoi. On a un protocole. C'est-à-dire que déjà, on va tirer en l'air pour pouvoir repousser l'ennemi sans qu'il y ait d'impact sur eux. Ensuite, on va tirer au sol devant eux pour essayer de faire en sorte de les freiner et qu'ils ne viennent pas sur nous. Ensuite, il y aura malheureusement un tir à neutraliser qui sera pour les blesser. Et malheureusement, s'il faut, un tir à tuer. On n'est pas là pour ça. On est là pour mettre en place des protocoles qui évitent que justement ces personnes viennent nuire aux ethnies, viennent nuire à nos forces qui protègent les ethnies. Et donc, pour la première fois, j'ai vu un adolescent qui a été blessé et qui, malgré avec une blessure par balle, continue à courir au niveau de l'abdomen. De l'abdomen, ouais, d'accord. Tout à fait. Et vous faites quoi? On fait ce qu'on a à faire, on appelle ça des sommations. D'accord. Voilà. Donc on note la vie de la personne qui va nuire. Et comme je vous dis, il y a des sommations, on ne fait pas n'importe quoi. Sommation, pour moi, c'est attention, 1, 2, 3, et je tire. La sommation, c'est tirer. La sommation, c'est tir en l'air, tir au sol, tir à blesser, tir à tuer. D'accord, et là, vous avez fait un tir à tuer. Voilà. Bon, sur le coup, je me suis dit, tiens, j'ai vécu ce que j'avais à vivre, mais en fait, j'ai rien ressenti de positif. Ça m'a miné, j'y ai repensé. Je me suis dit, bon, il va falloir passer au-dessus, et puis il va falloir continuer la mission, et puis et voilà, on vit avec. Mais toute sa vie, on continue à penser à ça. Encore aujourd'hui? Vous vous souvenez de quoi? C'est quoi? C'est un regard? Ça peut arriver. Le fait qu'il soit jeune? Ça peut arriver. Vous vous souvenez de quoi, là, aujourd'hui? Non, je revis totalement la scène, avec même les odeurs, et je sais exactement la chaleur qu'il faisait, etc. Même quand souvent quand je suis en train de dormir, où mon cerveau se relâche, eh bien, je revis la scène, mais c'est pas juste un rêve. J'ai l'impression de sentir l'odeur du gasoil du véhicule blindé, la chaleur, je revis tout comme si j'y étais. Mais après, on vit avec, et j'ai envie de dire, tant que ça n'a pas touché nos camarades, tant que ça ne nous a pas touché, qu'on n'a pas été blessé, qu'on n'a pas perdu un soldat, on arrive à vivre avec, et c'est un mauvais souvenir, et on fait avec. Ça va faire bientôt 20 ans. Oui, tout à fait. Par contre, et on y viendra sur l'Afghanistan, quand vous perdez un soldat concrètement et que vous le voyez les yeux dans les yeux, là c'est complètement autre chose. Alors on y va, 2010-2011, on est dans la vallée d'Al-Assai, c'est ça? Tout à fait. Racontez-nous l'Afghanistan. Alors l'Afghanistan, on est parti sur 6 mois d'opération. Nous, on s'occupe principalement des périodes hivernales où les chasseurs alpins relayent les parachutistes et d'autres unités, évidemment. C'est amusant d'ailleurs que... On se relaye mutuellement, tout à fait. Vous, chasseurs alpins, vous relayez les parachutistes comme votre papa. J'imagine qu'il y a aussi un truc de transmission. Oui, d'ailleurs, j'y avais jamais pensé. Ah, voilà, c'est gratuit. C'est gratuit. je ressortirai avec ça. Non, mais effectivement, on relayait les parachutistes et puis d'autres unités. Attention, ça concerne beaucoup d'unités et il y avait même des unités force spéciales qui étaient présentes, bien évidemment. Ça, vous pouvez pas dire ce qu'ils ont fait, ça, c'est encore secret défense, j'imagine? Non, je n'en parlerai pas. Okay. Vous pouvez raconter. Je parlais de ce que j'ai vécu moi sur le terrain. Et donc 6 mois d'opération. Alors la particularité, c'est qu'on a 6 mois de préparation en amont. Ah ouais, autant de préparation que de déploiement. Ouais. Et les chasseurs alpins du précédent mandat hivernal, un an avant, viennent nous former pendant 6 mois. Et ensuite on part en mission. D'accord. Donc déjà, avant de partir, on est déjà conditionné, configuré pour connaître les enjeux du territoire, qui est l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait, comment il manœuvre, et on se prépare déjà. Quand on arrive en Afghanistan, on est prêt. Le coup est parti. Enfin, la mission est lancée, c'est plus le moment de s'entraîner. Là, on est dans le concret. Mais alors, prêt à quoi? Vous êtes loin de Kaboul? On est prêt à réaliser les missions qui nous sont demandées. C'était quoi les missions? Alors, moi, principalement, l'enjeu au niveau des vallées où on était, donc on n'était pas à Kaboul. Moi, j'étais en Kapisa, qui était vraiment les vallées talibanes. Ok, donc c'était quoi l'objectif dans la vallée? Alors, les premières missions, c'était d'amener des vivres au niveau des villages pour les enfants, les femmes et les hommes, au niveau des villages, de reconstruire des puits, de reconstruire des routes bitumées, en l'occurrence, pour travailler sur la praticabilité. Et aussi, il y avait des infirmiers qui allaient sur le terrain pour pouvoir apporter des soins à des enfants qui avaient des gangrènes parce qu'ils n'étaient pas soignés, des femmes qui faisaient un accouchement difficile, ce genre de choses. Donc il n'y a pas d'objectif à proprement parler militaire. Vous aidez à la reconstruction, puis à la nourriture et aux soins, c'est ça? Alors ça, c'est l'enjeu d'amener... En fait, le but, c'était d'amener à ces villages une capacité de participer aussi à l'éducation, c'est-à-dire construire des écoles, ce genre de choses. Parce que pour élever des personnes...
mentalement et cognitivement, et puis leur permettre de faire leur propre choix et pas se laisser influencer par les talibans en l'occurrence, eh bien il faut amener de l'éducation. Pourquoi la France est là-bas? Qu'est-ce qu'on vous dit à ce moment-là? Quel sens ça a pour vous, en tant qu'homme très patriote, qui est déjà traumatisé, en partie parce qu'il a vécu en Afrique? Je me suis toujours interdit de penser aux intérêts stratégiques qui me dépassent. Bah quand même. Le pétrole, etc. Je me suis toujours interdit. Moi, j'avais le culte de la mission. C'est-à-dire que je ne pensais pas aux intérêts qui me dépassent, je n'avais même pas connaissance. Et moi, mon intérêt, c'était d'aller sauver des vies, amener de l'éducation dans ces pays. Et puis arrive la nuit du 19 février 2011. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ce qui se passe, c'est que quelques temps auparavant, on avait su qu'il y avait un système qui venait d'Irak avec un plateau pression. Donc, c'est en fait, vous roulez sur un plateau pression sur la route qui était relié à une roquette sur trépied. C'est un système mécanique, hein, tout simplement. Jusqu'à maintenant, les unités ennemies nous tiraient des roquettes à la main. Et là, cette fois-ci, c'était mécanique. C'est-à-dire que c'est un système de plateau pression, pas de présence humaine, sauf pour la mise en place, avec un expert. Donc on savait qu'il y avait un expert. Qu'on comprenne bien, c'est-à-dire qu'ils les mettent quoi? Sur la route, ils les mettent où? Sur les points de passage qu'on utilise couramment, tout à fait. Des ponts, par exemple? Ça peut être des ponts, ça peut être aussi des zones où il y a un passage d'un canal. D'accord. Un petit canal, ce genre de choses. Des endroits où on est obligé de passer, on ne peut pas contourner. Ok. Voilà. On savait que ce système était mines, dans la vallée. Quelque part. C'est sensiblement le même mécanisme, sauf qu'il est relié à une roquette qui est tirée de l'extérieur, quoi. D'accord. Voilà. Okay. C'est pas des engins explosifs. Ok. En fait, ça détecte et la roquette arrive à vous passer. Ouais. Donc il y a soit mécanique, soit quand vous passez avec le métal. Bon, il y a différents systèmes. Ok. Et on savait que le système était arrivé dans la vallée, mais on le cherchait partout, on ne l'avait pas trouvé. Et le 19 février 2011, moi je sors de la base, on avait fait une mission un peu exigeante de plusieurs jours dans une vallée pour repousser les talibans et puis essayer de venir en aide aux civilisations. Et en fait je roule, je sors de la base, et moi j'étais en tête des véhicules parce que j'avais l'habitude, et puis c'était ma spécialité, j'étais le premier véhicule. Non, moi j'étais chef de bord. Ça veut dire quoi? Donc j'étais à l'avant, à côté du pilote. Avec votre fusil? Non, nous on avait sur cette phase-là, en fait, on a une caméra thermique qui permet d'observer sur la route s'il y a des engins explosifs, ce genre de choses. Et puis il y a une mitrailleuse, et en fait, moi je guidais le pilote. Donc c'est-à-dire je lui disais, ok, à droite, à gauche, dans 100 mètres, comme un moniteur d'auto-école. Et donc quand je sors de la base, donc il y a plus de 100 véhicules avec moi, on appelle ça un sous-GTIA, donc c'est un sous-groupement tactique interarmes. Donc en fait, il y a des chasseurs alpins, combattants, il y a des maîtres chiens, il y a des chars, il y a tout type de véhicules. Et j'attends le compte-rendu du dernier véhicule qui sort de la base pour pouvoir lancer la vitesse, parce qu'au début on roule à 10 km/h, puis après on accélère, quoi. Et surtout on roule sans phare, en pleine nuit, avec un niveau 5 sur 5. C'est quoi? C'est-à-dire que 5 sur 5, vous ne voyez pas vos pieds. Vous voyez, dans la nuit, des fois, vous avez une pleine lune. Une pleine lune, on est sur du 2 sur 5, 3 sur 5. Voilà. 5 sur 5, on voit rien, du noir. Il n'y a que votre caméra thermique pour guider 100 véhicules derrière. Oui. Okay. Et ma carte. Énorme responsabilité, j'imagine, pour vous. Ah bah là, faut pas se louper. Parce que vous faites pas demi-tour, et puis surtout, vous promenez pas à Paris, quoi. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que au moment où j'entends le compte-rendu, j'accélère. Et en fait, on passe ce qu'on appelle par des bypass. Donc c'est quoi? C'est qu'ils sont en train de faire des travaux sur la route, et ils ont fait des contournements. À droite, à gauche, etc. Parce que nous, on faisait les travaux sur la route pour amener... Parce que si les routes sont pas praticables, on peut pas amener de médecin. Donc en fait, il faut amener cette capacité de praticabilité des ex pour les besoins des populations afghanes. Donc je pars, je commence à accélérer, et la seule chose que je me rappelle, c'est je me réveille, j'ai la porte entrouverte, j'ai de la fumée de partout, j'ai des gars qui hurlent à l'arrière, j'ai rien vu venir, rien. Et mon pilote est sur le volant. Et là, en fait, je me suis posé la question, est-ce que je sors du véhicule ou pas? Et au moment où je me penche pour regarder ce qui se passe à l'extérieur, là, je vois que ça nous tire dessus, mais à 20, 25 mètres, 30 mètres dans les fossés. Et en fait, les talibans, ils avaient fait une embuscade. Donc, ce qu'on appelle une embuscade complexe, c'est quoi? C'est qu'il y a un système plateau-pression avec une roquette qui traverse le véhicule. Et au moment où ça s'arrête, il y a un technicien qui calcule la distance. Non, mais c'est impressionnant. Hein. Et à ce moment-là, il y a une embuscade. Et le but, c'est de bloquer un véhicule. Tout le monde va reculer parce qu'ils connaissent nos principes. Donc, pour éviter la surembuscade, tout le monde recule pour se rétablir. Et là, le véhicule est pris dedans. Bon, théoriquement, vous n'avez pas de chance de vous en sortir. Mais en plus, le fait qu'il y ait une roquette qui traverse le véhicule, là, cette fois-ci, il y a un changement de pression intérieur-extérieur. Et donc, ça chauffe à 3000 degrés. Et nous, dans le véhicule, on a des roquettes, on a des grenades, on a des armes. Donc là, c'est feu d'artifice, quoi. Je me pose encore la question, pourquoi aujourd'hui je suis vivant? Très clairement. Donc cette roquette, elle a traversé le véhicule, a été prise à l'arrière, sur les 3/4, à l'arrière du véhicule. Elle est passée par la jambe d'un maître chien, qui s'appelle Benjamin, qui était dans mon véhicule, et j'ai eu la jambe arrachée. Et elle a fini dans le ventre d'un de mes soldats, qui est mort brûlé instantanément,
qui, à mon avis, n'a pas eu le temps de souffrir parce qu'il était posé sur la... Il était fatigué, il était posé sur on appelle une plaque moteur, hein, donc c'est une plaque qui est sur le côté du VAB, du véhicule blindé. Et en fait, je l'ai récupéré en dormant. Moi, je pensais qu'il dormait, et quand j'ai fait sortir tout le groupe, je suis arrivé et je l'ai vu, et pour moi, il dormait. Et d'ailleurs, à sa maman, je lui ai confirmé ça parce qu'elle avait un doute de savoir s'il avait souffert. Et je le redis, il n'avait pas souffert. Ça se voyait, il était apaisé, il dormait, et il est mort brûlé devant nous. Et le groupe sort, et après, on essaie de s'en sortir. Les hurlements, il faut poser un garrot. Donc le garrot, on le pose, mais sur le camarade qui avait la jambe arrachée. Mais en fait, je m'attendais pas à ça. Je pensais qu'un garrot, ça allait tout couper. Et puis, vous avez déjà fait des formations de secourisme. On m'a appris quand je suis allé en Ukraine. Ouais. On serre un peu, et puis on se dit, bah, c'est bon, ça arrête. Non, non, une fois que vous avez la jambe arrachée, il y a une pression qui est énorme. On a dû mettre un deuxième garrot. Serré. Il avait même, je suis sûr, plus mal au garrot qu'à la jambe. Et ce qui s'est passé, et là, j'étais impressionné, c'est que c'était un maître chien. Donc on avait un chien dans le véhicule qui nous servait sur les missions, notamment quand on veut faire des levées de doute sur des présences ennemies dans les bâtiments ou dans les maisons. Et en fait, le chien était à côté, blasté. Donc le blast, c'est un souffle. Hein, donc il était choqué, le chien, il nous regardait, mais entendant son maître hurler. Donc je me suis dit, les gars, il va falloir qu'on mette la muselière, parce que là... Mais moi, j'avais peur. Vraiment, j'avais peur de mettre la muselière au chien. Eh bien, c'est Benjamin, avec sa jambe arrachée, qui a mis la muselière. Quand vous voyez ça, vous n'avez plus le droit de vous plaindre. Vous n'avez plus le droit de vous plaindre. Parce que là, c'est des leçons de vie. Et à partir de là, bon, ça a été très compliqué. On a évacué les corps, posé un hélicoptère, bref. Puis on est un peu tout seul. Hein. Après, on a été rejoints. Mais bref, racontez-nous. Prenez le temps qu'il vous faut. Après, il a fallu prendre contact avec mes chefs, qui étaient reculés. Seulement, moi, je m'étais imaginé, parce qu'à l'école des sous-officiers, j'étais sous-officier à ce moment-là, j'étais devenu sous-officier, on avait eu des cours là-dessus. On l'avait travaillé maintes et maintes fois. Néanmoins, je ne m'imaginais pas un jour le faire en réel, le mettre en place. Et la seule chose que je me rappelais, c'est qu'entre plusieurs signaux lumineux, donc on met qu'on appelle des scialumes, hein, c'est des petits signaux lumineux là, qu'on casse, un peu comme quand on fait la fête. Et je me rappelle qu'il fallait mettre 15 mètres et faire un triangle pour poser l'hélicoptère. Voilà. Mais tout ça, ça montre quoi? C'est que malgré tout ce qui se passait, ce qui est ressorti, c'est les automatismes que j'avais travaillé à l'école de l'infanterie en salle de cours. Et ça, c'est les fondamentaux, on appelle ça. C'est tout ce qu'on apprend, les bases, tout ce qu'on apprend, les fondamentaux, les petits trucs qu'on apprend. Il n'y a que ça qui ressort quand on est en situation de ce type. Parce que le stress vous prend 80% de votre énergie, physique, mentale et morale. Et en fait, la seule chose qui ressort, c'est les fondamentaux. C'est pour ça qu'après, dans ma carrière, j'étais instructeur, j'expliquais qu'en fait, les fondamentaux, c'est lourd de toujours faire la même chose, de toujours avoir les mêmes mécanismes, de travailler 30 fois la mise en place d'un armement ou ce genre de choses. Mais le jour où il y a un incident de ce type, c'est la seule chose qui ressort. Et ça a été la force à l'issue. Bref, donc on a posé un hélicoptère. Mais avant, pardon. Parce que ça a duré 8 heures avant l'hélicoptère. Alors on a attendu 8 heures dans le véhicule, tout à fait. On a été rejoints entre-temps par nos camarades pour pouvoir s'en sortir. Et, comment vous les avez repoussés? Vous êtes armés, vous? Alors moi... Vous tirez, qu'est-ce que vous faites? Non, moi j'ai pas tiré du tout. Okay. J'ai évacué les corps. Ensuite je me suis posé dans le véhicule. Et là on a commencé à avoir du monde qui arrivait pour nous soutenir avec des véhicules blindés. Parce qu'on était toujours en pleine nuit. Et vous étiez sous le feu ennemi surtout, non? Alors au début oui, et plus après. On va dire que les 30 premières minutes, on a été sous le feu ennemi. Et juste pendant 30 minutes, vous venez de vous prendre une roquette. Vous avez ouvert, vos collègues sont morts, vous venez de poser un garrot, et là on vous canarde. Ça dure 30 minutes. Justement, c'est là où j'ai vu la force du groupe, c'est que les soldats qui étaient dans le véhicule sont sortis, et ils ont défendu le véhicule. D'accord. Et c'est là où aussi, ça montre, c'est une belle leçon de vie. Dans le noir, 5 sur 5, et de sortir quand même, de ne pas rester à l'intérieur pour sauver la vie de son camarade. Parce que si on reste 10 dans le véhicule, on sauve la vie de personne. On n'a pas la place pour travailler, pour faire ça. Ça a été exceptionnel. Moi, je repense à ces gars qui, aujourd'hui, malheureusement, je le sais, ne sont plus à l'armée. Ces gars-là, je sais qu'ils n'en ressortiront pas indemnes. Et d'ailleurs, je leur lance un appel, si jamais ils le souhaitent, et qu'on peut les aider avec la fondation que j'ai montée, de les aider, parce que je sais qu'aujourd'hui, ils ne sont plus à l'armée, ils ne sont jamais venus chercher leur médaille, ils sont rentrés, rapatriés, et ils ne sont plus jamais retournés à l'armée. Ce petit message au passage. Aucune nouvelle d'eux? J'ai pas de nouvelles d'eux. Bah, utilisez-les pour passer un appel, je le relayerai aussi. Voilà, donc si on peut les aider, on sera là pour eux. Et je sais qu'ils ne ressortiront pas indemnes de ça, on ne peut pas ressortir indemne de ça. C'est impossible. Évacuation des corps, et on est reparti le lendemain matin à la levée du jour pour éviter la surembuscade et d'être en plein jour dans des conditions favorables. La nuit complète dans le véhicule. Avec votre camarade décédé. Alors lui, il avait été évacué en hélicoptère. Par contre, il y avait l'odeur du sang, du métal brûlé, et ça, mon cerveau l'a enregistré. J'avais pas conscience, tout simplement. Mais mon cerveau l'a enregistré, et on n'était que 2 dans le véhicule, mon pilote et moi. Et le reste du groupe avait été pris en compte par un autre véhicule et était mis à l'abri, parce que les gars, ils étaient...
ils étaient plus lucides, quoi. Enfin, ils avaient vu la mort en face, quoi, tout simplement. Et donc, quand on est rentré à la base, là, on est passé à l'infirmerie pour être... déjà, on avait du sang sur nous, tout ça, bref, voilà. Et puis, on est passé aussi, on a eu un premier entretien psy, où là, la seule chose que je disais, c'est je veux prendre mes armes, je veux me venger. Je veux D'accord. partir en mission. Votre première réaction, Ouais. vous voulez repartir au feu. Ah, je voulais me Vous venger voulez parce que là, tous les c'était la tuer. fatalité en plus. Bah, Oui. c'était la fatalité, tout à fait. Je voulais me venger. Mais je me rendais pas compte qu'en disant ça, j'allais être rapatrié parce que j'étais plus lucide. La deuxième chose que je me rappelle très bien, on n'en avait jamais parlé, mais je suis passé en audition. Savoir que dans les unités, enfin dans les missions comme ça, il y a une gendarmerie, qui s'appelle la prévôté, qui est missionnée pour faire un retour sur ce qui se passe sur le terrain, notamment pour les familles, et qui remonte au niveau des armées, pour expliquer ce qui s'est passé. Et donc il y a la gendarmerie qui est sur place, qui m'a passé en audition, parce que moi j'étais à l'avant du véhicule, donc est-ce que tu as vu, pas vu, bref, ce genre de choses. Qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous avez fait, parce que les familles ont besoin d'informations. Bien sûr. Et Les ça familles- m'a vraiment fait bizarre, parce que en fait, je m'attendais pas à passer en audition, et de devoir raconter de nouveau l'histoire. Et je me rappelle qu'en fait, j'étais encore dedans, je le revivais, et j'étais déjà marqué. En fait, je le savais au fond de moi. Je voulais repartir en mission, éventuellement réessayer, mais j'étais marqué. Mais vous saviez que vous parliez pour la famille du décédé et du blessé, c'est ça? Donc vous l'avez fait pour eux? Non, ils m'ont expliqué. D'accord. Moi, je leur ai dit pourquoi on me passe en audition. C'est bon, j'ai rien fait de mal. Ah, vous le vivez comme un procès en fait? Ah bah, au départ, je comprenais pas, moi. D'accord. Pourquoi on me passe en audition? Je rentre de mission, j'ai passé la nuit complète. Laissez-moi me reposer un peu. Et on rentrait 3 jours de mission quand même. Hein, donc, Au-delà de la haine que vous ressentez, est-ce que vous vous culpabilisez? Est-ce que vous dites j'aurais dû faire ça? Et si oui, j'aurais dû le quoi? voir, tout à fait. Voir quoi? Voir l'engin explosif. Comment vous auriez pu le voir? Avec le système thermique que j'avais sur le véhicule, peut-être que je l'aurais vu. Maintenant, je pense pas, mais peut-être que je l'aurais vu. Vous avez encore ce regret? Non, j'ai appris à vivre avec. Mais la deuxième chose, c'est quand on est sous-officier, chef de groupe ou adjoint, peu importe, on amène des hommes qu'on a connus civils. Ils sont arrivés en civil, pur, qu'on a formés, avec l'incorporation. Suite à l'incorporation, on leur demande s'ils sont volontaires pour partir en mission en Afghanistan. C'est quand même pas rien. 6 mois de préparation, on vit avec eux, on voit plus nos familles. J'ai vu sur 6 mois, j'ai vu 3 fois mon ex-femme. On vit avec eux, c'est comme des enfants. C'est-à-dire qu'on partage leurs doutes, leurs pleurs. Des fois, ils sont pas bien, ils ont leur copine qui les lâche, ou pas, ils se marient, enfin bref, comme des enfants. Quand vous perdez un homme, c'est comme perdre un enfant. On peut pas ressortir À ce un point-là? deuil. Mais Parce évidemment. qu'il paraît qu'il n'y a pas de douleur plus grande que de perdre un enfant. Eh ben, pour moi, c'est la même chose. Heureusement, j'ai la chance de ne pas avoir perdu d'enfant, évidemment, mais Vous avez 3 enfants. j'ai 3 enfants, tout à fait. Mais on peut pas sortir indemne. Quand on perd un homme qu'on a forgé, formé de A à Z et avec qui on vit. Et parfois, je vivais plus avec mes hommes qu'avec ma famille. Voilà, clairement, ils avaient confiance en nous. Donc, quand on en perd un, même si on n'est pas responsable, même si, techniquement, on s'en veut quand même. Et puis, il y a un moment que vous racontez très bien, vous avez pété un câble, notamment quand votre chef veut retirer votre arme, vous Ouais. lui mettez une droite. Racontez-nous ça. Alors, quand je rentre de l'audition, en fait, la psy avait pris les devants. Et il m'avait retiré mon arme. Et j'ai un de mes chefs qui vient me C'est quoi ton voir. arme? J'avais plusieurs armes. Hein. C'était quoi? J'avais fusil d'assaut, FAMAS, j'avais un pistolet automatique, et puis il y avait les véhicules avec les mitrailleuses, tout ce qui allait bien, les grenades, j'avais tout le gilet équipé. Et en fin de compte, quand je rentre à la base pour aller me coucher, parce que j'étais fatigué, j'ai un de mes chefs qui me chope, qui n'était pas mon chef direct, attention, hein, qui était un cadre de la compagnie, qui me dit franchement, je suis trop fier de toi. Tu vois, j'aurais aimé vivre ce que tu as vécu, rien que pour voir ce que ça fait, parce que voilà, tu peux être fier de toi. On a perdu un camarade, certes, mais voilà, vous avez réussi à sauver Benjamin, etc. Mais là j'ai vrillé. J'ai vrillé, et en plus, il m'avait retiré mon arme, et je lui ai tapé dessus. Donc, il n'a pas réagi, et il a été très intelligent. Mais j'étais plus lucide. D'accord. J'étais plus lucide, et j'avais envie de me venger. Non, c'est très très mal, mais c'est très humain, non? Vous venez de perdre quelqu'un, vous avez passé 3 jours. Oui, je le comprends. Mais vous aussi, vous comprenez, j'imagine. Je comprends ma réaction, mais je comprends la sienne qui a été de pas réagir. Et je le remercie pour ça, tout à fait. Mais Vous avez du recul, mais à l'époque, vous n'en avez pas, ouais, et vous êtes rapatrié. ouais, tout à fait. Comment Donc je suis rapatrié. Comment vous le vivez déjà, ça? Alors, avant d'être rapatrié, il y a une particularité, c'est que notre camarade qui s'appelle Clément, Chamarié, qui est décédé, son corps a été envoyé à Kaboul, qui est la capitale, pour être évacué en France. Et donc, c'est au niveau d'un hôpital, il y a une morgue, etc., hein, comme chez nous, en France. Et en fait, il fallait qu'on porte le corps. Donc, l'ensemble des groupes, des membres de mon groupe,
en fait, plus d'autres personnes sont venues avec nous porter le corps. On a fait une cérémonie sur place. Et, je me rappelle être passé dans une chapelle où il y avait une cornemuse. Je me rappelle, je le revis comme si j'étais encore. Il y avait un drapeau français. Ouais, tout à fait, sur le cercueil. avez Et fait une un photo de discours? lui. Non, j'ai pas fait de discours. Par contre, j'ai vu un prêtre qui tenait des propos encourageants et pour redonner la force et de dire que c'est pas une perte en fait. Ça fait partie de la guerre et de dédramatiser ça. C'est La pas mort. une perte, il faut que ça La serve à mort quelque fait partie chose. de la guerre. Tout à fait. La mort fait partie de la guerre. Et quand on fait la guerre, on cherche beaucoup moins la confrontation. Donc L'enterrement, cette la cérémonie est faite. cornemuse, le prêtre. Tout à fait. Donc on fait cette cérémonie. Et puis après, on a porté le corps jusqu'à l'avion. Donc moi, j'avais vu des photos de ce genre de choses, mais je ne l'avais jamais vécu. Et on porte le corps jusqu'à l'avion pour rentrer en France. Et là, quand les portes se ferment de l'avion, là, je savais que j'allais pas bien du tout et que j'allais rentrer en France. Donc j'ai été tout de suite interné sur place en me disant je vais pas bien. Un hôpital psychiatrique à Percy. Alors au départ à Kaboul et ensuite à Percy. J'étais rapatrié en service psychiatrique. Et vous vivez quoi? Parce que c'est quand même très particulier. Vous revenez à la fois, j'imagine. Bah, je veux me venger. Alors, avant la vengeance, déjà, vous devez être content d'être en vie, non? Vous vous sentez comme un survivant? Non, on n'est pas Même content. pas? On n'est pas content. Vous n'êtes même pas content d'être en vie? Non, non. Ah bon? Non. Mais là, dans ces cas-là, votre priorité, vous êtes touché à l'affect. Vous perdez un enfant parce qu'il est décédé sur un truc où vous n'êtes pas responsable. La seule chose que vous avez, c'est pas de l'ego. Vous trouvez le responsable. C'est de trouver le responsable. Mm. Et c'est de se venger. C'est comme ça. On est pris par l'affect. Donc là, c'est vengeance taliban, c'est ça? Contre les talibans. Est-ce que vous êtes... Vengeance contre l'ennemi. Monomaniaque. Tout à fait. Tout Ok. à fait. Et justement, les psys nous accompagnent pour dédramatiser, relativiser. Alors, c'est pas évident. Hein. Je suis resté plusieurs mois en service psychiatrique à Combien de temps? Percy. 6 mois. 6 mois, donc je suis arrivé, j'avais qu'un survêtement de l'armée, j'étais comme quand je suis arrivé, hein, j'avais pas de tenue civile du tout. Et j'avais pas de lacets, pas de ceinture, Faut expliquer pourquoi. parce que pour éviter un suicide ou ce genre de choses. Donc, Vous avez des pensées suicidaires à l'époque? non, j'ai jamais eu de pensée suicidaire. J'avais plutôt envie de me venger. Ok. J'ai jamais eu de Ceinture. pensée suicidaire. Alors peut-être que le judo, ça m'a appris justement à être plus fort mentalement, je sais pas, mais en tout cas, j'ai jamais eu de pensée suicidaire et j'en ai toujours pas aujourd'hui. Et donc Clairement. 6 mois, des psys, des cachets, j'imagine? Oui, donc des traitements qui vous permettent de dormir, parce que en fait c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que la nuit vous dormez pas parce que vous repensez, donc vous dormez de moins en moins. La journée vous dormez pas beaucoup et vous êtes énervé. Vous continuez à penser et en fait au moment où vous dormez plus. Et quand vous dormez plus, vous êtes plus lucide et vous devenez dangereux envers les autres, envers vous-même. Alors moi c'est pas été le cas, mais du coup de manière préventive tout de suite, vous avez des cachets, des traitements plus ou moins lourds en fonction de votre évolution. Antidépresseurs. Ouais, mais c'est surtout des Calmant. cachets pour dormir, tout à fait. Pour Alors, dormir. je suis pas un technicien, mais Mm. voilà, c'était des traitements assez lourds et quand vous les prenez, voilà, vous êtes fatigué, enfin vous dormez quoi, tout simplement. 6 mois, c'est très long. C'est très long, tout à fait. Je me rappelle que certaines fois, toutes les semaines, on avait le droit à une sortie extérieure. Mhm. Et en fait, quand je sortais dans Paris donc ça durait 2 heures, hein, et il fallait que je sois accompagné pour pouvoir sortir. Sauf qu'en ce temps-là, mon ex-femme travaillait, ma maman aussi, bref, voilà. Vous avez dit ex-femme parce que c'est aussi le moment où vous... Ouais, bah, j'ai divorcé à l'issue, tout à fait. Parce que j'avais totalement changé, mais on y viendra. Mm. Et donc, quand je sortais dans la rue, j'avais une ou deux personnes qui m'accompagnaient et j'avais l'impression, en fait, d'être devenu, de plus être un citoyen normal. En fait, ils surveillaient mon comportement quand je rentrais dans un magasin, ce genre de choses. Enfin, j'étais accompagné par 2 personnes, quoi. Donc, au début, un psy, puis après, ils m'ont dit, est-ce que vous avez des proches? Et en fait, j'avais pas forcément de proches qui venaient tout le temps. Parce que mon ex-femme était gendarme, bref. Et ce que j'ai fait, c'est que il y avait des anciens militaires que je connaissais pas du tout qui venaient nous voir à l'hôpital. Ça, une fraternité comme ça, une solidarité, c'est exceptionnel. que vous avez recréé. On y parlera, on y Ouais, reviendra tout à fait. petit à petit. Et en fait, ils venaient nous voir, passer du temps avec nous, alors qu'on ne les connaissait pas, je ne savais même pas qui c'était. Ils venaient discuter avec nous et ils sont portés volontaires pour m'accompagner. Et notamment, un jour, j'ai un chef, un de mes anciens chefs de corps, donc un colonel haut placé, qui est venu me voir et moi, j'avais plus d'argent de poche. En fait, il fallait que je touche l'argent tous les mois, comme en Afghanistan. En fait, en Afghanistan, on touche un peu d'argent liquide, qui est une partie de la solde, parce que là-bas, sur place, on n'a pas accès au compte bancaire. Donc on avait une petite partie pour acheter du dentifrice, de quoi se laver, enfin bref, tout ce qu'il faut. Et moi je touchais pas parce que j'étais plus en Afghanistan. Donc je lui dis, j'ai plus rien pour laver mes affaires, est-ce que vous pourriez juste me dépanner un peu d'argent? Et donc il me dit, ok, pas de souci, on va te dépanner. Donc il me dépanne un peu d'argent. Et le lendemain matin, j'ai un livreur qui arrive, qui demande à me voir,
il me livre des vêtements et j'avais des ensembles coques sportifs tout neufs que ce chef m'avait acheté. Ce chef aujourd'hui, c'est encore un de mes soutiens. Il s'appelle Alain Didier. Il m'a marqué au travers de cette expérience. Aujourd'hui, il est général. Et en fait, de sa propre initiative, il a pris en compte ce genre de démarche et il est passé par ses subordonnés pour faire ça. Ça vous a sauvé, ce petit geste? Ouais, je pense que, en fait, c'est des petites victoires. Ça m'a redonné la dignité. Ça, c'est fondamental. Quand on a de la dignité, en fait, on se sent respecté et ça me permet déjà d'aller mieux. La deuxième chose, c'est d'avoir du sens quand on se lève le matin. Et donc, moi, le sens, c'était de repartir en mission. Alors, avant de repartir en mission, qu'est-ce que vous voulez nous raconter de votre divorce? Alors, moi, quand je suis rentré, au bout de 6 mois, j'étais à la maison et j'étais en arrêt maladie. Mhm. Sauf que je m'enfermais sur moi-même. Je n'avais pas envie d'en parler à tout le monde parce que je n'avais pas envie de leur faire peur. Mhm. Tout ce que je vous dis là, je ne le disais pas avant. Je ne le Vous aviez partageais pas. honte ou trop en colère? J'avais peur que le regard change sur moi. D'accord. Et en fin de compte, même mon ex-femme, quand j'ai écrit mon livre, par exemple, elle a appris beaucoup de choses au travers du livre. D'accord. Ce qui n'est pas le Vous cas de avez ma pas compagne raconté. actuelle, où j'étais tout de suite, on était dans une phase différente Ok. en termes de temporalité et l'acceptation de la Pourtant, blessure. votre ex-femme était gendarme, donc elle était... Oui, oui, mais on n'est pas toujours préparé à ça. Comme je vous dis, tant qu'on ne l'a pas vécu, on peut en parler. Hein, quand on le vit, c'est pas la même chose. Bien sûr. Et c'est moins idéalisé en tout cas. Et donc, quand vous étiez en hôpital psychiatrique, vous avez... Alors on se voyait, mais c'était dans un environnement neutre, hein, tout simplement. Ok. Après, à la maison, on reprend le rythme de la vie. Donc là, je me suis retrouvé à faire les lessives, la vaisselle et ce genre de choses. Mhm. C'est pas que je le faisais pas, mais c'est qu'avant, j'étais tout le temps en mission. Donc forcément, je m'occupais pas de ça. Et puis, j'étais chez moi, enfermé. J'allais me promener, sortir mon chien, voilà. Et donc, moi qui suis assez animé par l'adrénaline, par le sport, par ce genre de choses, eh bien, je commençais à me perdre un peu et je m'enfermais sur moi-même et j'étais en souffrance. Et ça, elle l'a pas supporté. Et en fait, je la comprends. C'est-à-dire qu'elle m'a dit une fois, tu n'es pas le Geoffrey que j'ai connu quand on s'est mis ensemble, quand on s'est mariés. Tu n'es plus le même homme. Voilà, je suis désolé, j'ai beaucoup de respect pour toi. Et d'ailleurs, on s'entend très bien. C'est Encore très aujourd'hui, on s'entend très très bien, notamment vis-à-vis de notre fille. Mais j'étais plus le même homme. Ok. J'étais plus le même homme. Et j'ai eu envie de prouver des choses et de repartir en mission pour changer aussi le regard au sein des armées Je vous aussi. promets qu'on va repartir en mission, mais vous parlez aussi avec beaucoup de liberté. Ça peut peut-être aider des personnes qui sont passées par Ouais. ce que vous avez traversé sur l'alcool à ce moment-là. Ouais, alors la particularité, c'est que j'ai commencé à me cacher pour boire. Notamment, en fait, j'avais pas beaucoup de temps. Donc j'avais des petits créneaux pour boire, pour pas être vu. Et donc, je prenais de l'alcool fort. Des Du bouteilles whisky. Doritos. Ouais, du whisky. Voilà. J'essayais de boire parce qu'en fait, quand je buvais, j'avais l'impression d'un lâcher prise avec mon cerveau, etc. Et puis je dormais mieux. L'ivresse vous permettait de lâcher prise, quoi. Ouais, alors c'était pas vraiment ivre. C'était. J'essayais d'être dans un état où j'étais plus serein. Je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Tout à fait. Et vous, qu'est-ce qui vous a permis de toucher le fond de la piscine et de remonter avec l'alcool, par exemple? Alors, c'est quand j'ai repris du service. Parce que quand j'ai repris du service, Ok. au bout de quelques mois, j'ai retravaillé au sein du bataillon. Et donc là, j'étais monté d'un niveau, je commandais plus d'hommes. Et surtout, je ne savais pas encore que j'allais partir en mission D'accord. à l'issue. Et en fin de compte, je divorce. Donc, j'avais pas forcément pris d'appartement. Je logeais à qu'on appelle le BCC, donc c'est des chambres hein, de cadre. C'est la caserne? Voilà, c'est ça. Mais sauf qu'il y avait toujours du monde, donc je pouvais pas me cacher. Donc j'allais dans ma voiture, Pour boire? je buvais un peu, et puis le week-end, je dormais dans ma voiture, des fois, pour boire. D'accord. Sauf qu'au travail, ça se voyait pas. J'arrivais le matin, je faisais du sport, j'étais le cadre exceptionnel qui a reçu la médaille militaire pour Oui, alors une là, décoration exceptionnelle. là-dessus, vous avez un ruban ruban, tout fin jaune. Alors, la Légion d'honneur, c'est un ruban rouge. Oui. Et vous avez un ruban jaune. Qu'est-ce que c'est que ce ruban jaune? Alors, il y a 3 décorations les plus importantes. Il y a la Légion d'honneur, effectivement, qui est rouge. Il y a l'Ordre national du mérite, qui est bleu. Et la jaune, en fait, c'est la médaille militaire. Donc, elle a été créée par Napoléon Bonaparte. Elle est remise pour des faits de guerre ou des faits d'actes héroïques et autres. Et elle est remise en particulier pour les militaires du rang, les sous-officiers. Elle ne peut pas être remise à un officier, sauf s'il l'a eu avant, lorsqu'il était sous-officier. Cette médaille militaire, c'est la plus haute reconnaissance qu'on peut avoir quand on est un sous-officier comme je l'étais. Et ça participe à cette forme de reconnaissance pour cette action. Néanmoins, c'est pas ça qui définit un homme. C'est pas les médailles. Par contre, moi aujourd'hui, j'aime me rappeler, j'aime la mémoire en fait de tout ça, de cette remise, etc. Mais je suis pas dans la nostalgie. Voilà. Pour moi, c'est important de l'apporter parce que c'est ce qui fait cette reconnaissance que j'ai eue au niveau des armées. Pourquoi vous l'avez eu, cette médaille?
Alors, je l'ai eu par rapport à l'embuscade, en l'occurrence. Et puis, on devrait être plusieurs à l'avoir. Hein. Tout le groupe devrait l'avoir. Et aujourd'hui, je crois qu'on est 2 à l'avoir eu, avec un des caporal-chefs qui était présent, qui était un de nos soldats aussi. Seulement, les autres ne sont pas venus les chercher. Donc, ils ont coupé court, sortis du service psychiatrique, ils ont coupé court avec les armées. J'étais pas en relation directe tout de suite avec eux, et puis j'étais moi concentré sur mon projet de reprendre du service, repartir en mission. Et en fait, j'ai pas pris le temps de les recontacter, malheureusement. Et aujourd'hui, il y en a certains avec qui je suis de nouveau en contact, mais il y en a certains avec qui j'aimerais recréer des liens. Vous avez un contact, un mail, un public qu'on puisse donner là, s'ils nous écoutent? Alors, ils contactent la Fondation Résilience Ok. en disant qu'ils me connaissent, et puis moi j'ai toute une équipe assistante et autres qui pourra prendre le relais. Et comme promis, on repart en OPEX. À Oui. l'époque, on est en 2014. Oui. Et vous partez au Mali. Oui, alors pour partir au Mali, en fait, l'étape c'est que je m'étais fait prendre en train de boire, et en l'occurrence, mon accompagnement proche, hein, donc mon ex-femme, ma maman, etc., m'avait forcé justement à me sevrer et à reprendre le sport. Donc entre-temps, j'ai repris le sport, je me suis sevré avec traitement, etc. Et j'ai même regagné le championnat de France de judo militaire. C'est ce qui m'a animé en fait. Le Quand judo vous est faites des revenu à ce rebonds, vous moment-là. faites pas semblant, vous. Ouais, le judo est revenu à ce moment-là. Ok. Et je me suis focalisé là-dessus pour regagner cette forme d'estime que j'avais de moi, me remettre dans l'action. Et puis, je suis devenu champion de France militaire, effectivement, sur cet entre-deux, quoi. J'entends, mais quand même, vous êtes quand même particulièrement traumatisé par cette embuscade en Afghanistan. Vous sortez de 6 mois d'hôpital psychiatrique, sans même pas du divorce et de l'alcoolisme que vous avez traversé et surmonté. Mais à quel moment vous vous dites, je vais repartir au Mali et risquer ma vie quand même? Parce que j'avais cette envie de prouver des choses. C'est-à-dire que j'avais des camarades au sein du bataillon, du régiment en l'occurrence, qui me connaissaient et qui savaient par quoi j'étais passé. D'autres qui n'étaient même pas partis en Afghanistan me jugeaient parce que j'avais des rendez-vous psy régulièrement. Et donc pour eux, dans ce type d'unité, en tout cas à ce moment-là, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, quand on allait voir le psychologue, on était un faible. Ah. Quand on allait voir l'assistante sociale, on était un cas social. Vous êtes sûr que c'est plus le cas aujourd'hui? Non, c'est plus forcément le cas. Et je le constate au travers des relations que je peux avoir avec les militaires avec qui je travaille aujourd'hui, dans le cadre de mes actions avec la Fondation. Parce que justement, il y a une prise de conscience à partir de 2008, comme je vous dis, Ouzbin, où il y a eu une embuscade avec beaucoup de soldats blessés. Et là, ils se sont dit, en fait, il y a des soldats morts, mais autour, il y a aussi des soldats blessés. Pour un soldat mort, vous allez en avoir 5 à 10 blessés. Parce qu'on ne sort pas indemne de ça. C'est sûr et certain. Blessés psychiquement par rapport à ce qu'ils ont vu, vécu et entendu et senti. Et voilà, donc c'est devenu... aujourd'hui, les chefs sont sensibilisés à ça. Moi-même, j'interviens auprès des écoles pour sensibiliser. Promis, on va en parler, mais du coup, ce qui est hyper intéressant, c'est que, en gros, je caricature, vous m'arrêtez si je dis n'importe quoi, mais en fait, vous repartez au feu pour montrer que vous n'êtes pas un faible. Oui, exactement. Pour prouver des choses. Et il nous est proposé, en fait, qui est favorable ou qui est volontaire pour partir. Parce qu'on part pas, on n'est pas forcé. Hein. Attention, hein. On part parce qu'on est volontaire. Heureusement. Non, mais c'est important de le dire, parce que parfois les gens ils se font un fantasme par rapport à ça. On force personne à partir en mission. On demande des volontaires. Et parfois même, il y a des tests pour sélectionner les meilleurs. Voilà, c'est l'excellence attire, hein, de toute façon. Donc, et vous adorez l'excellence, c'est le fil rouge de toute votre vie. Complètement, l'exigence et l'excellence, tout à fait. Et donc vous partez, et pourquoi vous choisissez le Mali? Pourquoi vous portez volontaire? Alors je ne choisis pas le Mali. Il y a cette opportunité en 2014, lors du 2e mandat. Il faut savoir qu'à ce moment-là, les djihadistes sont en train de descendre vers le sud. Ils avancent très très vite. Il faut les repousser vers le nord. Et en l'occurrence, il y a eu un premier mandat assez violent, pour le coup, avec des légionnaires et des parachutistes, en l'occurrence, qui sont intervenus. Qui sont morts. Pour certains, et qui ont été très marqués pour d'autres. Ils avaient très peu d'hygiène parce que ils arrivaient, ils mettaient en place des tentes, etc. Et ça s'est fait. Moi, quand je suis arrivé, déjà, il y avait des camps qui étaient sous tente. Donc là, sous tente, vous n'avez pas de protection. S'il y a un engin, un mortier par exemple, qui est un engin qui est lancé, qui vous arrive dessus, c'est la fatalité, quoi. Et après, ça a commencé à faire des logements en dur protégés. Et donc quand je suis arrivé, moi, je suis arrivé à Gao, donc qui est plus central, on va dire. Et après, on est remonté jusque dans les villages, que ce soit à Kidal, Tessalit, bref, différents villages pour repousser l'ennemi, parce qu'il venait attaquer tout simplement la capitale, que ce soit Bamako, par exemple. Bref, et sur cette mission, ce que j'ai observé, c'est que j'ai rarement vu les personnes en face. C'était la différence avec l'Afghanistan. Là, c'était plus la fatalité, parce que c'était que des engins explosifs. Sur les axes, dans le sable, très compliqué à observer. Et puis surtout, dans le sable, c'est le désert. Donc, c'est très difficile.
J'étais une fois avec un tireur d'élite qui avait un système pour calculer la pression de l'air, etc., pour les cartouches. Et notamment Pour tirer loin. ouais, et notamment la température. Ouais. Une fois, il a eu 62 degrés. Oh Je sais pas si vous imaginez 62 degrés en plein désert, équipé comme on est. C'est très difficile, très exigeant. On y revient sur l'exigence, mais c'est très exigeant, très difficile. Et c'est pour cette raison qu'ils envoient des unités préparées. On n'envoie pas n'importe qui sur ces milieux-là, encore plus quand il faut marcher, quand il faut se déplacer. Donc après, il y a eu des missions de nuit, missions de jour, bref. Voilà. Cette mission-là, elle m'a aidé à regagner confiance en moi, à me rendre compte que j'étais encore capable d'eux. Et ça m'a permis de regagner confiance en moi vis-à-vis du regard des autres. Okay. Néanmoins, j'ai déclenché d'autres séquelles qui sont l'hypervigilance, l'hypercontrôle, parce que justement, cette fatalité, j'étais en stress. Et ça a été généré, et je m'en suis rendu compte après, c'est pour ça que je suis devenu inapte opérationnel. Aujourd'hui, je ne peux plus partir en mission opérationnelle, c'est strictement interdit, médicalement. Mais est-ce qu'au Mali, il y a quelque chose dont vous pouvez nous parler qui a provoqué ce nouveau stress post-traumatique? Oui, en fait, il y a un véhicule de l'armée malienne qui s'est garé à côté d'un aéroport sur une ville plus au nord, et en fin de compte, on nous disait tout le temps de ne pas se mettre sous les arbres, parce que sous les arbres, ils savent qu'il y a de l'ombre. Ouais. Donc ils placent des engins explosifs sous les arbres. Ils mettent des mines pour... Par exemple, des engins explosifs. Et moi, je disais à mes soldats, on ne se met pas sous les arbres. Et puis, au bout d'un moment, il y en a un qui perd sa lucidité, qui se met sous un arbre. Je lui mets un coup de 12 et il ne comprenait pas, il était fatigué. Coup de 12, c'est qu'en fait, je dispute. Ah, ok, vous l'engueulez. Voilà, je l'engueule parce que je lui dis, attention, tu te mets en danger, là, fais pas n'importe quoi. Okay. Te gare pas sous l'arbre, tu risques de te faire exploser. Il n'était pas content, il tirait la tête. Et 5 minutes plus tard, on a un véhicule de l'armée malienne. Lui, tous les arbres étaient dispo, parce que les soldats n'étaient pas dessous, qui était allé se mettre sous l'arbre et qui a sauté dans la foulée. Et là, je me suis dit, on n'est pas passé loin quand même, parce que des fois, ça joue à pas grand-chose. Sauf que vous lui avez sauvé la vie, votre homme. Bah si. J'ai peut-être sauvé la sienne, il a peut-être sauvé la mienne, enfin j'en sais rien. Bref, oui, vous étiez dans la même voiture. En voilà. tout cas, votre intuition vous a sauvé la vie. C'est peut-être l'expérience et puis l'exigence, parce qu'au bout de 4 mois, quand on fait toujours les mêmes missions ou quand on est dans un milieu comme ça, on a le droit de fatiguer, on n'est pas des surhommes, on est des humains et des fois on perd sa lucidité. Ça peut arriver, tout à fait. Et là, vous explorez donc le fait que vous êtes totalement inapte, vous êtes à nouveau inapte opérationnel, hein, c'était pas du tout ce que je vois dans vos yeux que ça vous fait encore mal quand je prononce ce mot. Oui, mais c'est le cas. C'est un stress post-traumatique. Oui. Comment vous l'avez conçu, verbalisé, surmonté? Alors, déjà, c'est une décision médicale. Moi, après l'Afghanistan, j'ai été homologué blessé de guerre. Voilà, pour syndrome post-traumatique. Ce qui permet d'avoir un dédommagement et un accompagnement. Tout à fait. J'ai toujours été accompagné, je suis toujours, et je serai accompagné à vie, donc j'ai cette chance. Là-dessus, l'armée fait bien le taf pour vous? Oui, pour moi, elle le fait bien. Pour moi, parce que j'ai été homologué, reconnu. Si j'ai monté ce que j'ai monté, c'est parce que justement, il y a d'autres camarades qui n'ont pas cette chance. Mais pas forcément des fautes de l'armée. Des fois, ils se sont isolés, ça s'est déclenché après. Mais ce que j'ai pu observer, c'est que ce syndrome post-traumatique, ça a commencé à devenir une force. Parce que l'expérience que j'ai eue en Afghanistan, je l'ai mise en place au Mali pour mes soldats. Quand on rentre une mission un peu périlleuse, un peu difficile, par exemple, suite à cette action en l'occurrence, on se rassemblait tous. Moi, j'étais leur chef. Et je leur disais, les gars, ici, vous avez le droit de pleurer, etc. Vous voyez, moi, j'étais en Afghan, j'étais blessé. Et en fait, je peux vous le dire, aujourd'hui, j'ai eu peur. Donc, ça a lâché un peu le prise là-dessus. Et du coup, ils disaient, moi aussi, j'ai eu peur, etc. Si le chef a eu des problèmes psychiatriques, il n'est pas faible, donc il s'autorise à en parler, c'est ça? On appelle ça le débriefing à chaud. Okay. C'est-à-dire que ça se fait beaucoup chez les pompiers et chez les forces spéciales. Mais ça se faisait très peu chez nous. C'était pas du tout habituel. Nos chefs ne jugeaient pas ça du tout. Mais bon, de débriefer à chaud après une opération, ça se faisait plus. Maintenant, ça se fait systématiquement. Vous voyez comme quoi ça évolue. Ce que je sais, c'est que les soldats qui étaient avec moi au Mali, aucun aujourd'hui, puisque je suis encore en relation, aucun aujourd'hui n'a eu un syndrome post-traumatique. Vous êtes le seul? Alors j'ai eu le seul parce qu'en Afghanistan, j'avais déjà vécu ça. En fait, c'est l'explosion au Mali aggravée avec l'embuscade qui fait que là, vous rentrez en France, vous fermez le rideau, c'est mort, vous ne pouvez plus repartir. En fait, c'est comme si vous aviez un meuble avec des tiroirs entrouverts. Et à chaque fois que vous avez un truc en plus, vous allez mettre dedans. Mais le tiroir est de plus en plus lourd, mais il reste entrouvert. Il ne se refermera jamais parce qu'on n'oublie jamais ça. Et le tout, c'est de vivre avec ce meuble et qu'il soit de moins en moins lourd à porter au quotidien. Et donc aujourd'hui, en plus de partager avec grande générosité et beaucoup de courage ce que vous avez vécu, vous êtes dans la fraternité, vous faites un virage avant de parler de votre assaut. Il faut qu'on parle des SEAL Team, pardon pour mon accent anglais. Encore cette volonté d'excellence et de dépassement. Vous rentrez en France, c'est sport et camarades, c'est ça? Oui, tout à fait. Racontez-nous. Ce que j'ai remarqué, donc j'étais inapte opérationnel, j'étais muté,
dans le nord de la France pour devenir instructeur, parce qu'il fallait bien que je fasse quelque chose au sein des armées, Mhm. et pour traduire un petit peu mon expérience. Vous êtes chef là, c'est ça? Vous êtes Ouais, je suis sergent-chef, donc sergent-chef. je suis sous-officier et j'allais passer adjudant, donc je suis sous-officier supérieur. Ok. Et en fin de compte, quand j'arrive instructeur, je me retrouve dans une unité qui est spécialisée en instruction. Donc des gars comme moi qui avaient fait des opérations, il n'y en avait pas partout, tout simplement. Sauf que j'avais 1, 2, 3 blessés, comme ça, isolés un petit peu dans cette unité qui était dans le nord de la France, qui est un centre d'entraînement. Et ils étaient seuls les week-ends. Et eux, n'étaient pas reconnus au même titre que moi. Et les week-ends, je leur dis, vous savez, les gars, à ce moment-là, vous savez quoi, ce week-end, il y a un marathon, on va aller faire un marathon, un semi-marathon, enfin, plein de défis. Et là, on s'est retrouvés. On s'est retrouvés au début, donc il n'y avait pas d'association. Seulement, ça coûte de l'argent. Donc j'ai commencé à mettre en place une association pour essayer de capter des fonds. Mhm. Et pour capter des fonds, j'organisais des petits stages pour des amis, vraiment des amis du nord de la France. Je leur faisais des stages en pleine nature. Ils faisaient un don à la sauce, et avec la sauce, on payait des défis. Bon, avec l'assaut, quand même, on a fait. Je suis allé monter le Cotopaxi à 6000 mètres sans assistance oxygène avec un autre blessé. On a fait les 24 heures du Mans en vélo. Alors, je ne suis pas un fin cycliste, mais c'était plutôt pour générer de l'adrénaline, puis cet esprit de cohésion, on va aller au bout des choses. On a traversé le lac Léman la nage, 75 km pendant 32 heures, jour et nuit, en relais. Voilà, ce genre de choses, quoi. Mais avec quel mental vous faites ça? Parce que vous J'ai êtes mal quand besoin même. d'adrénaline Ok. et de retrouver de la fraternité entre camarades qui se comprennent. Là, vous êtes encore à l'armée, mais en 2022, vous partez. Pourquoi? Je pars parce que j'ai terminé ma carrière à Saint-Cyr, à l'école des officiers, où j'encadre des jeunes qui arrivent au sein des armées et qui seront les futurs officiers. Donc en l'occurrence, les officiers saint-cyriens. Mhm. C'est la crème de la crème. La crème de la crème. Et je les vois arriver civil, je les forme donc sur cette première année. Et en fin de compte, je commençais à me poser des questions en me disant qu'est-ce que j'aimerais faire de ma vie, parce que je ne vais pas vivre tout le temps à être instructeur. Enfin, il y a un moment, il va falloir que je fasse autre chose. Je commençais à m'intéresser à la jeunesse. Et là, je voyais qu'au travers des jeunes, je pouvais leur parler de ma blessure et que ça en faisait ma force. Parce que pour eux, j'incarnais cet esprit de résilience, de rien lâcher, et une forme de, entre guillemets, d'idéal. Vous parlez d'une blessure, mais elle est psychique. On est d'accord que physiquement, vous n'avez aucune séquelle. C'est une blessure intime? Non, c'est plutôt psychique. D'accord. Pour le Mais coup. vous n'avez pas de cicatrice, vous n'avez pas pris de balle? Non, pas du On est tout. d'accord. Non, non. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand j'encadre des jeunes en disant, voilà, moi, j'ai eu ce parcours de vie, aujourd'hui, je ne veux pas vous faire peur du tout. Mais pour m'en ressortir, j'ai dû mettre ça en place comme mécanisme. Et en fait, ça leur montre cette voie de la résilience, pas obligé de confronter une blessure de guerre. Et c'est le nom de votre fondation, Tout à fait. la résilience. Et donc, de permettre à ces jeunes d'être plus forts ensemble, de savoir se remobiliser en collectif. Parce que quand on est en situation de doute individuel, il n'y a que le collectif qui peut vous sortir de votre situation et se tirer les uns et les autres vers le haut et de se permettre d'être plus forts ensemble, ça s'appelle la cohésion, et même la fraternité. Et ça, j'ai remarqué qu'en fait, mon parcours de vie permettait à ces jeunes d'avoir un exemple de ce type. Et vous êtes un pont entre les camarades Blessés. blessés comme vous Et les jeunes. jeunes qui Ouais. rêvent de mettre... Enfin, soit qui sont complètement paumés, Mhm. soit qui savent déjà qu'ils veulent devenir soldats, mais vous les guidez. Oui, ça c'est ça. C'est ça. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai entamé ma reconversion, Mhm. je me suis dit, dans le civil, si je veux aller accompagner des jeunes, j'avais cette envie, au travers des sports de combat divers, je savais pas trop encore. Et j'ai fait une démarche pour faire une reconversion avec un diplôme d'éducateur sportif. Donc j'ai fait mon dossier, c'est monté en commission, et au niveau de la commission, c'est revenu négatif, considérant que ma blessure était incompatible avec un métier d'animateur. Donc là, je me suis dit, en fait, je ne vais pas être toute ma vie un blessé seulement, je suis d'abord un être humain, un ancien militaire qui a eu une blessure, mais on parle de 2011. On est en 2022, En plus, 11 ans après. C'était une blessure pour la France en plus. Oui, Et et je 11 ans comprends pas après. en quoi votre blessure en Afghanistan Bah, vous empêcherait de devenir un animateur C'est pour la pas jeunesse ça, c'est que le syndrome post-traumatique Ah, fait peur. donc vous avez créé votre propre boutique. Du coup, je me suis entouré des bonnes personnes. J'ai dit, je vais aller voir une structure dans le milieu civil. Qu'est-ce qu'il faut pour devenir éducateur sportif? Donc c'est simple, il faut être PSC1, donc maintenant PSC, secours civique. Ok. Et Ensuite, il faut être apte physiquement et être majeur. Donc j'ai dit, très bien. c'est Donc, parti. j'ai levé des fonds, j'ai créé la fondation pour cette formation. J'ai demandé à des camarades autour de moi blessés, j'ai dit, est-ce que ça vous intéresse? Et donc on a été 12 à faire la première formation. Et aujourd'hui, les derniers chiffres que j'ai, c'est qu'en 2024, vous avez formé 1400 jeunes et vous avez deux profils particulièrement intéressants. Oui. Ce sont des jeunes de l'aide sociale à l'enfance Oui. et ce sont des jeunes aussi radicalisés. Alors, C'est pas les mêmes. c'est pas les mêmes. deux profils séparés. Alors, il y a Mais pas j'ai que mal des jeunes posé la radicalisés. Il y en a parmi ceux que j'encadre. Alors, déjà sur 3 ans, donc depuis 2022, sur 3 ans, j'ai accompagné une trentaine de militaires blessés sur des parcours de reconversion qui permet de les remobiliser sur un métier sport. Pourquoi ce métier sport est important? Parce que ça leur amène une hygiène physique, mentale et morale, on en a parlé, mais surtout, c'est le seul métier que j'ai trouvé compatible avec tous les soldats.
Quelqu'un qui a été tireur FAMAS, fusil d'assaut, dans le civil, quand il va dans une entreprise, il n'y a rien de transposable. Donc, par contre, on fait tous de l'humain du sport. Donc, le métier le plus adapté, c'était de permettre à ces personnes qui n'ont pas de métier transposable, notamment les combattants, de pouvoir faire une formation transposable dans le milieu civil. Voilà. Ok. Donc, pendant 3 ans, j'ai accompagné plus de 30 profils différents. Depuis, on a aussi des pompiers qui nous ont rejoints, des gendarmes, des policiers, Tous blessés. principalement tous blessés, tout à fait. Et j'imagine vous parlez de ce magnifique mot de camaraderie. Oui. Si vous dites j'ai des problèmes avec ma meuf, j'ai des problèmes avec l'alcool, je me sens faible, Oui. ça résonne en vous et vous savez particulièrement leur parler. Alors, justement, je sais ce que c'est, Ouais. mais je sais comment leur permettre de s'en sortir. Hmm. C'est pas en se victimisant. C'est de leur dire, les gars, on peut vous accompagner, vous aider, etc. Par contre, je vais jamais m'apitoyer sur votre sort. Hmm. Parce que moi, j'en suis un, je sais par quoi vous passez. Donc, par contre, je vais te montrer comment on peut s'en sortir. Après, si t'es pas en phase avec ça, il n'y a pas de souci, tu peux quitter la fondation, il n'y a pas de problème. Moi, je ne suis pas là pour prendre la place de quiconque. Néanmoins, si tu veux t'en sortir, je vais te montrer comment on peut faire. Et donc, j'accompagne Donc là, on a un légionnaire, en l'occurrence, qui est à l'image, un parachutiste à côté. Ouais. Bref. Et je me suis rendu compte que les jeunes avaient besoin de ces figures incarnées. Non pas pour faire des gardes à vous, ce genre de choses. Pour voir des adultes qui parlent de vulnérabilité sans baisser les bras. Hmm. Et qui parlent de résilience. Parce que la résilience, tout le monde en parle. Mais il faut avoir vécu des choses difficiles Bien pour sûr. être résilient. Bien sûr. C'est pas, il fait pas beau le matin, je suis résilient. Bien sûr. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Ce Donc, que je veux dire pas, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir été dans une embuscade en Afghanistan pour avoir vécu des choses atroces. Juste Tout à fait. ne pas vexer, Ah non, mais j'imagine, certains profs qui complètement. ont dû vivre des choses en difficiles. fait, il n'y a pas qu'à l'armée qu'on vit des choses difficiles. Dans le milieu civil, on vit des choses difficiles. Et d'ailleurs, ce qu'on vit actuellement dans la société est particulièrement difficile, aura un impact. Mais en tout cas, sur le traumatisme, vous pouvez demain avoir affaire à un accident, perdre un enfant, une maladie grave. C'est quoi d'ailleurs l'histoire qui vous a la plus touché récemment parmi, vous voyez, dans les légionnaires, ou je sais pas, la dernière histoire Alors, la dernière histoire, c'est que j'ai un ancien colonel, un ancien militaire, qui avait quitté l'armée, qui me contacte en me disant, écoute, j'ai un de mes soldats là, avec qui j'ai fait des missions dans les années 90, qui fait la Manche dans un square à Lyon. Donc, il s'appelle David, en l'occurrence, et son chef s'appelle Luc. Donc, ils se reconnaîtront. Et en fait, David, je lui dis, écoute, amène-le. Nous, on va l'accueillir à la Fondation. Donc, on a un lieu d'accueil physique. On héberge. On est la seule structure en Europe qui permet d'héberger des anciens militaires en situation sans domicile fixe ou en situation de précarité. Ça n'existe pas. Il n'y a qu'aux États-Unis où il y a une association qui s'appelle VETS qui met à disposition des maisons. Vétérans en anglais. Ouais, qui met à disposition des maisons pour les vétérans. Ça n'existe pas en Europe. Ça n'a jamais été pensé ni jamais fait. Ouais, donc vous l'avez créé en France. Oui, tout à fait. Okay. Donc on a 2 lieux physiques, un en Auvergne-Rhône-Alpes et un dans le nord de la France. Bref, et quand ils arrivent la première semaine, il y a une semaine d'observation. Donc on les amène, on voit tout de suite les freins. Donc le premier frein, c'était qu'il était faible, donc on l'a emmené chez un médecin, bilan sanguin, coiffeur pour un peu de dignité quand même. On lui a mis à disposition une chambre, etc. etc. Et en fait, j'ai vu qu'il faisait des efforts, qu'effectivement, il ne buvait pas, enfin voilà, il faisait des efforts, et je me suis dit, il nous a prouvé qu'il avait envie de s'en sortir, qu'il méritait de s'en sortir, et on va faire en sorte. Et donc, pour ceux qui sont intéressés, allez voir sur les réseaux, vous verrez, on a mis une photo avant-après, 6 mois avant-après, et là, aujourd'hui, il a un appartement juste en face de la Fondation. On lui a signé un contrat pour faire le ménage, parce que je ne vais pas aller payer un prestataire externe, alors que j'ai quelqu'un qui a envie de travailler. Donc là, maintenant, il fait le ménage, il est en CDI chez nous, et il se rend utile pour la Fondation autrement. Vous n'avez pas peur qu'il y ait un ancien combattant, c'est dans tous les films américains, justement, vous voyez des Américains qui pètent un câble et qui tirent dans le tas un jour? Alors, tout est question des filtres que vous allez mettre. Quel filtre vous mettez, justement? Alors, le premier filtre, c'est un rendez-vous médical. Okay. Déjà pour voir, on peut avoir un camarade qui est à la rue, qui a la gale. Enfin bref, on n'est pas là, on est à l'abri de rien. Donc, premier filtre, c'est un médecin. Ensuite, derrière, on prend un rendez-vous avec soit des psychologues dans le milieu civil, et si possible, dans le milieu militaire. Tout dépend si ce vétéran est encore reconnu, suivi. Moi, par exemple, si je me retrouve dans ces situations plus tard, j'ai un accompagnement à vie, parce que je suis reconnu. Mais ces personnes-là, en l'occurrence, qui sont un peu sorties des radars, qui sont hors système, et d'ailleurs, il y en a des centaines. La prochaine fois que vous allez à la gare, regardez bien. Moi, je le voyais quand je faisais la mission Vigipirate. D'accord. Vous avez fait ça aussi? Oui, je fais comme tout militaire. Okay. Mais quand vous faites Vigipirate, vous promenez habillé en soldat, tout simplement. Donc, vous passez dans les gares. Gare de Lyon, Gare du Nord, tout ce que vous voulez. Et puis, ces anciens militaires qui sont à la rue, ils ont un idéal, ils voient des militaires, ils viennent vous voir. Donc, le soir, vous passez 5 minutes à discuter avec eux, dire ça va, comment, et tout ça. Et moi, des gars qui ont servi notre pays, qui sont à la rue, j'en ai vu plein. Ça alors. Et tous ceux qui ont fait Vigipirate vous le diront. C'est-à-dire qui font la Manche. Aujourd'hui, vous passez devant eux. Ils ont servi notre pays. Et il n'existe rien aujourd'hui. Il n'existe strictement rien. Vous pouvez rechercher partout.
aucun dispositif n'existe, à part la Fondation Résilience, pour les accueillir dans la dignité, au moins voir quelles sont leurs problématiques et les réorienter s'il faut vers les Excusez-moi, mais en dispositifs. préparant cette interview, il y a quand même des dispositifs pour les anciens combattants, des Oui, encadrements oui. psychiques, des millions d'euros. Il y a pas rien, vous pouvez pas dire rien. Non, 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 non. Les Il n'y a différents pas de ministres des armées structure qui sont d'hébergement succédés. D'accord. physique. Ok. Vous êtes un ancien militaire, vous êtes à la rue, d'accord? Il n'existe aucun hébergement physique pour les accueillir. Voilà. Il y a des dispositifs qui existent avec qui on travaille. D'accord. Parce que justement, c'est là où je veux en venir, c'est que nous, on l'accueille et on voit quels sont les freins. Que ce soit lié à l'addiction, lié au frein, il n'a pas fait ses impôts depuis 10 ans, bref, on lève tous ces freins. Et ensuite, nous, on est en réseau avec l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, qui est un partenaire. On est en réseau avec le dispositif ATOS, qui est un dispositif de réhabilitation psychosociale, etc., etc. C'est pour expliquer que nous, en fait, on capte ces vétérans en situation de difficulté et on les relaye vers les dispositifs institutionnels, mais on les héberge parce que ça n'existe pas. Avant de parler du service militaire, j'aimerais juste qu'on parle des radicalisés que vous aidez. Parlez-nous de ces jeunes Français perdus, potentiellement dangereux, et que vous essayez de ramener du bon côté avant qu'il soit trop tard. Alors, il m'est arrivé, sur 1500 jeunes, d'encadrer quelques jeunes qui avaient un parcours de radicalité au sein notamment des structures protection judiciaire à la jeunesse, qui sont placées au ministère de la Justice, étant mineurs, pour ces sujets. Voilà, ça peut arriver. Donc des islamistes. Pas forcément que des islamistes, il y a de la radicalité dans toutes les religions et dans D'accord. tous les sujets. Quand moi je vois quelqu'un qui est ultra violent envers les adultes ou qui a mis un coup de couteau à sa mère, il n'a pas besoin d'être religieux pour ça. Donc de la radicalité, il y en a partout. En tout cas, des jeunes qui sont vraiment en difficulté. Quand je disais radicalisé, moi je pensais à ça. Du coup, à quoi vous pensez quand vous dites radicalisez-vous? Bah moi, je pense à des jeunes qui sont dans une situation où ils se mettent en danger eux-mêmes et les autres. D'accord. Voilà. Donc, qui ont pu être condamnés pour des faits de violence sur leurs parents, leurs frères Ça ou peut d'autres être un personnes. homicide. D'accord, Moi, j'ai déjà encadré des jeunes qui avaient fait des homicides sur leur père. Ils sont aussi radicalisés. C'est une forme de radicalité. bien sûr, Il y a pas que. Souvent, on fait d'ailleurs des amalgames entre ça. bien sûr. La radicalité, c'est comme je dis, c'est des jeunes qui sont capables de se mettre en danger et de mettre en danger les autres. Et donc qui sont une menace les uns pour les autres. Bref. Ces jeunes-là, en fait, moi, c'est pas le radicalisé que je vois. C'est pas ça que je vois. Ce que je me dis, c'est que pour en venir à ça, c'est forcément lié à quelque chose. Il est né comme vous et moi, de la même manière. On est tous de la même manière. C'est dans sa vie comment il a été construit, nourri par certaines choses, qui fait qu'il en est arrivé à ça. Donc, si on veut traiter les situations de radicalité diverses et variées, il faut s'intéresser à qu'est-ce qui a généré ça, et notamment les aspects de traumatisme. Ce que je remarque au travers de nos stages qu'on fait en pleine nature. Donc, c'est des stages pendant une semaine, 15 jours, 3 semaines, en pleine nature, en montagne, où on fait ça partout en France. On a plus de 20 terrains en France. Donc, ces jeunes-là, moi, ayant vécu un traumatisme, je vais percevoir des choses que vous n'allez pas percevoir. Genre Genre que cette personne-là, elle a subi de la maltraitance, etc. Parce que quand je vais lui dire, écoute, moi, la première chose que je dis, c'est que je ne suis pas un éducateur. Moi, je suis là pour partager des moments avec toi. Et voilà, j'ai été blessé en opération, j'ai vécu ça. Ou alors, j'ai David, qui était avec moi sur un des derniers stages, qui fait la logistique, parce qu'il n'encadre pas les jeunes, dont on évidemment. parlait, qui Donc, faisait on la peut parler, manche, qui faisait la manche, aidait, qui dit, bah, moi, j'étais sans domicile fixe, etc. Eh bien, bizarrement, ces jeunes-là ne se sentent pas jugés. Ils se disent, pour la première fois, j'ai un adulte qui parle de vulnérabilité, et donc je peux lui en parler parce qu'il m'a dit clairement des choses qui sont peut-être plus graves que ce que je vis. Et là, ils vont se livrer. Nous, il y a différentes temporalités. La première chose, c'est qu'on crée un lien de confiance. On force personne, il n'y a pas de garde à vous, ça ne fonctionne pas, ça. Ce qui fonctionne, c'est le lien. Une fois qu'on a créé ce lien avec le jeune, qu'on lui montre qu'on est là pour lui, qu'on écoute ses besoins, il n'a pas forcément tous les codes, mais c'est OK. Nous non plus, des fois, on n'a pas les codes des jeunes. Par exemple, même dans les entreprises, quand on veut intégrer des jeunes, souvent on dit, oui, les jeunes ne savent pas s'insérer. Mais c'est des fois les équipes qui n'ont pas les codes, qui ne savent pas insérer les jeunes. Notamment les sujets, téléphone, pas téléphone. C'est comme ça, c'est une génération, ils ont le téléphone. Tout est une question de cadrage. Qu'est-ce qu'on lui permet de faire? Il y a des temps pour ça, et ça, il faut lui expliquer. Mais c'est OK. Une fois qu'on lui explique qu'il aura de 11h à midi ou 18h à 19h, le jeune, il suit, il n'y a pas de souci. Si vous lui dites non, on t'enlève ton téléphone sans le justifier, bah, lui, il trouve ça injuste. Et d'ailleurs, les jeunes supportent très mal l'injustice. Voilà. Donc nous, on dit, écoute, c'est quoi tes besoins? Pour donner un exemple concret, j'avais un jeune qui me dit, bah, moi, c'est la prière. Ok, pas de souci. Bah, la prière, c'est 18h-19h. Par contre, moi, ce que j'attends de toi, c'est que la journée, tu fasses ces activités. On va faire un atelier, tout ce qui est gestes qui sauvent. On va faire un atelier de sport. On va faire des ateliers pour créer du lien. Ce soir, tu auras ton temps à toi. Voilà. Donc au début, il était un peu sur la retenue. Et il a vu que le soir, il a eu son temps. Il a le droit, c'est son besoin. Il a le droit d'écouter la musique, il a le droit de prier. On s'en fiche de ça. Ça, c'est pas un sujet. Les aspirations politiques, religieuses, philosophiques sont du domaine privé. Ce temps, c'est privé. Et c'est la même chose aux armées. C'est pour ça qu'aux armées, on n'a aucun problème de cohésion. Les gens se font un fantasme en pensant qu'il y a des racistes. C'est totalement faux. Il y a le reflet de la société.
il y a des racistes, il y a tout ce qu'on veut. Mais en tout cas, c'est pas la priorité. La priorité, c'est qu'on crée des moments humains pour être plus forts ensemble, développer de la cohésion, qui derrière vont donner de la fraternité entre les personnes. Voilà. En football, on appellerait ça une passe décisive. Vous venez de me faire une passe décisive, moment de cohésion, fraternité, ensemble. C'est vers le service militaire, c'est la troisième et dernière partie de notre entretien. Tout à fait. On va parler de cette volonté du président de la République après l'échec, il faut le dire factuellement, de son service national universel qu'il n'a pas réussi à faire en 2 mandats. Il veut, le président, refaire un service militaire en parlant aussi beaucoup des réservistes. Vous qui vous êtes engagé pour la nation dès 17 ans et demi, qu'est-ce que vous, et qui avez vécu ce que vous venez de nous raconter, qu'est-ce que vous pensez de cette volonté politique ? Moi, je pense que déjà, il faut dissocier 2 publics. Il y a les publics qui sont volontaires à ce type de projet et les publics qui ne sont pas volontaires. Moi, je m'occupe des publics qui ne sont pas forcément volontaires pour ce type de projet. Bon, ça, c'est un sujet. Et par contre, ceux qui sont volontaires, il faut vivre ce genre de choses. Il faut vivre ce genre de choses parce que quand ils vont arriver dans la chambre d'incorporation sur ce service militaire, où ils vont dormir à côté de quelqu'un qui est riche, à côté de quelqu'un qui est pauvre, à côté de quelqu'un qui est telle communauté, et qu'en fait, la seule chose qui prime, c'est d'être tous sur le même pied d'égalité, de partager les choses ensemble et de s'entraider. Ça, c'est un vecteur de cohésion exceptionnel. Exceptionnel. Pour les jeunes volontaires, c'est une chance inouïe de vivre ce genre de projet. Moi, je l'ai vécu au sein de l'armée. Je suis arrivé à 17 ans et demi, j'étais du nord de la France, je côtoyais pas des Marseillais. Et je suis arrivé, j'ai trouvé cette richesse, parce qu'en fait, nos communautés, c'est une richesse. Ce que vous êtes comme le président Jacques Chirac l'a supprimé en 1997, il avait été déjà supprimé le temps que vous vous engagez. Le service militaire, donc vous ne l'avez pas connu, ça ne vous a pas empêché d'aimer l'armée. Bien sûr. Et d'ailleurs, les personnes qui jugent le service militaire sont souvent, même en mal, ce sont souvent des gens qui ne l'ont pas vécu. Ceux qui l'ont vécu vont vous dire oui, c'était pas adapté parce que j'avais un métier, j'ai perdu mon métier, tout ça. Ok. Par contre, ils vont vous dire qu'est-ce que j'ai appris humainement et l'amour de notre pays, parce que souvent on assimile aussi le patriotisme avec. En fait, personnellement, je ne mets aucun lien entre le drapeau français et un aspect politique. Moi, je me suis engagé pour servir mon pays. Moi, le drapeau français, c'est le drapeau français. J'aime mon pays, je me suis battu pour mon pays, et je le ferai si je pouvais encore le faire. Et donc, il faut cultiver ces jeunes avec ça. Et ça permet d'enlever cette notion de déstructurer. En fait, les communautés, c'est une richesse. Quand vous côtoyez des jeunes qui sont issus de telle ou telle communauté, c'est une richesse. En quoi l'armée peut être une réponse à une jeunesse en souffrance ? Alors, parce que ça va leur permettre d'apprendre à se remobiliser en collectif. C'est-à-dire qu'ils vont vivre des moments où... Alors, ce sera adapté, évidemment. On parle d'un service militaire volontaire, on va être sur le vivre ensemble. On n'est pas sur les chasseurs alpins, commando montagne ou autre. Il y a une volonté de 50 000 personnes d'ici 2-3 ans. Voilà. Ça va leur amener des choses, en fait, des aventures qu'ils vont vivre en collectif, où ils vont travailler sur la cohésion, donc s'appuyer sur les autres quand ils sont en situation de doute. C'est ça la cohésion. La cohésion, c'est pas de faire des kartings et des soirées VIP. La cohésion, c'est quand vous êtes en situation de doute individuel et que vous êtes obligé, que je suis obligé de m'appuyer sur vous pour aller au bout de l'objectif. Donc, et c'est quand on est capable de dire, écoute, moi je sais pas faire, je vais m'appuyer sur tes compétences. C'est ça la cohésion, c'est en fait d'être capable de compter les uns sur les autres. Et ça va leur apprendre ça. Alors après, qu'ils tirent avec des armes ou pas, ça c'est un autre sujet. Je pense pas. Pour faire la guerre, il faut savoir tirer. Oui, mais je suis pas certain qu'en fait l'expérience qu'ils auront permettront de les engager sur des missions opérationnelles comme j'ai vécu, et ce sera pas fait. Ils seront sur des missions de sécurisation. Et donc je préfère moi avoir des jeunes sur Vigipirate ou Sentinelle maintenant qui ont fait le service militaire volontaire, parce que ce qu'on attend d'eux, c'est de sécuriser. Et c'est aussi une forme de dissuasion, tout simplement. Mais ils n'iront pas faire la guerre. Qu'est-ce qu'il faut absolument éviter pour que ça ait du sens pour vous, si on veut refaire un service militaire qui ait du sens pour notre jeunesse ? Alors moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on me donne l'opportunité de laisser la chance à ceux qui sont pas forcément volontaires aujourd'hui, mais qui aimeraient, qui n'ont pas les codes, qui viennent de différentes communautés, différents milieux, que j'encadre moi aujourd'hui, qui viennent des quartiers, etc. Et que j'apprécie énormément encadrer, parce qu'ils ont des valeurs très fortes et cette envie de vivre ensemble, moi je le vois au quotidien sur les stages, et bien de leur permettre d'intégrer ce type de dispositif. Moi je suis prêt à être l'acteur qui accompagne ces jeunes, qu'on dit vulnérables ou en quête de sens. Parce que j'ai cette spécialité, et ça c'est ce qu'on sait faire de mieux avec la Fondation, c'est d'avoir des encadrants formés, diplômés, spécialisés en santé mentale, donc on les forme en santé mentale, spécialisés en tant qu'animateurs pour les publics vulnérables. Quand je dis public vulnérable, ça peut être des jeunes violents, ça peut être des jeunes filles qui se prostituent, ça peut être de tout type. On est formé là-dessus. Laissez-nous la chance d'accompagner des jeunes sur un dispositif qui ne coûte pas très cher, mais qui peut être vraiment vertueux, et leur permettre de faire ce service militaire ou d'autres trucs. Parce que, en fait, c'est une chance inouïe pour eux. Et si je prends un exemple concret, sur le dernier stage que j'ai fait avec des jeunes placés, des jeunes parcours de délinquance du ministère de la Justice,
En fait, j'ai un jeune qui me dit à la fin, bah moi je voudrais être à l'armée. Sauf que je sais qu'au travers de son dossier, ça passera pas. Ça passera pas, son dossier est trop lourd. Bah, parce qu'il y a Je lui tout dis, mais condamné. pourquoi tu fais pas jeune sapeur-pompier? Il m'a dit, ah bah c'est pas bête, parce que j'ai envie de me mettre au service des autres. C'est la première fois que c'est arrivé. Il n'avait jamais pensé à se mettre au service des autres. Donc moi, quand les gens me disent, les jeunes, on ne peut plus rien faire, il faut les mettre au garde à vous, des trucs. Non, 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 non. Non, non. Les jeunes, ils sont ce qu'on veut bien en faire. Vous avez peur de la guerre, vous, qu'elle revienne? Parce qu'on entend un climat, le retour du nationalisme dans le monde entier, les menaces de Vladimir Poutine à l'Est, l'actuel chef d'état-major des armées qui dit qu'il faut se préparer éventuellement à sacrifier nos enfants. Vous sentez arriver la guerre? Alors, je pense qu'il y a des éléments d'annonce sur ces sujets et qu'il y a des réelles préoccupations de nos autorités qui, je pense, sont légitimes. Moi, la seule chose en tant qu'homme de terrain, parce que, encore une fois, ces aspects stratégiques, ça me dépasse totalement et ça ne m'intéresse pas du tout. En tant qu'homme de terrain, ce que je peux vous dire, c'est qu'en fait, quand on a connu la guerre, on va beaucoup moins à l'affrontement. Et que la pire des choses qui puisse arriver, c'est la guerre. Parce que on a des chiffres. Prenez l'Ukraine, 1000 morts par jour. Mais est-ce que vous vous êtes déjà imaginé 1000 personnes allongées au sol devant vous pour se rendre compte de ce que c'est? Parce qu'en fait, on en parle dans les médias, très bien, mais on ne se rend pas compte de ce que c'est. Moi, j'ai perdu un soldat. Vous avez vu l'impact que ça a eu? On peut dire que ça a bousillé votre vie? Non, je dirais pas ça. Si je pouvais ne pas perdre mon camarade et revenir en arrière, je le ferais. Néanmoins, j'ai cette phase d'acceptation où je me dis, il va falloir que je vive avec. Et mieux vivre avec, et en me mettant au service des autres. Et en même temps, la guerre, c'est toute votre vie. Oui, ça a été toute ma vie. Et aujourd'hui, j'ai développé une forme de sagesse. Aujourd'hui, ça m'arrive d'y penser, mais quand je suis occupé à encadrer des jeunes, je pense plus à tout ça, en fait. Et aujourd'hui, moi, je prône, alors ça va être surprenant pour un militaire, mais ce que je fais, c'est plutôt de l'entraide, mais c'est aussi de l'amour. En fait, d'accompagner des jeunes qui n'ont pas les mêmes chances que les autres. Ça, c'est ma nouvelle guerre. Ma nouvelle guerre, c'est de lutter contre les inégalités. Lutter contre la stigmatisation des jeunes. De se dire, tel jeune, il vient de telle communauté. Non, 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 non. Ça, c'est des bêtises, ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, ma guerre. C'est donner les moyens de permettre à des vétérans comme moi, formés, diplômés, d'encadrer des jeunes que personne aujourd'hui n'accompagne de cette manière-là. Voilà, avec ce modèle d'action qui est désarmé. Donc, pour revenir à la guerre, moi, je pense qu'en fait, il faut tout éviter. Il faut passer par Vous la pensez qu'elle diplomatie. arrive ou pas? Je n'ai pas suffisamment d'éléments aujourd'hui pour vous dire ça. Au fond de vous, vous dites pas, elle est inéluctable. La seule chose qui pourrait montrer que ça arrive, effectivement, c'est que quand l'aspect diplomatique est dépassé. Quand il n'y a plus de diplomatie, il n'y a plus que la guerre. Donc tant qu'il y a de la diplomatie, il y a de l'espoir. Moi, Il y a encore de la diplomatie. Tout à fait. Donc pour moi, il y a de l'espoir. Et avant qu'on soit à la guerre, on n'y est pas tout de suite. Mais encore une fois, est-ce qu'on va attendre d'être au pied du mur pour se préparer ou est-ce qu'on va anticiper les choses? Moi, je pense qu'ils font bien anticiper. Maintenant qu'il y a un débat là-dessus et que ça va mettre du stress pour tout le monde, bah, ça va me rendre encore des jeunes dans un état de stress énorme parce que quand je parle avec les jeunes et qu'ils me disent bah, moi je regarde les infos, en fait tout est négatif, le climat c'est négatif, la guerre c'est négatif, en fait ils me disent hein, j'ai pas confiance en l'avenir. Il n'y a rien de pire qu'une jeunesse qui n'a pas confiance en l'avenir. Sauf que les vidéos de violence cartonnent sur TikTok, sur Insta, sur Netflix. Tout à fait. Vous qui avez connu, je dirais même, aimé la guerre au début, qui avez aimé ça, ce que ça voulait dire au sens noble, patriotique, de camaraderie, et qui en êtes revenu, vous venez nous l'expliquer. Comment vous faites pour expliquer à ces jeunes, pour déglorifier la violence, la mort, le sang? Et bien c'est justement mon témoignage. Transmettre la mémoire, c'est aussi impacter les futures générations. Et c'est de leur dire, n'idéalisez pas tout ça. Derrière chaque violence, il y a des souffrances. Derrière une personne qui subit une violence, il y a une famille. Il y a des enfants qui souffrent. Et donc, la violence ne résout rien, en fin de compte. Et je leur explique que quand on banalise les choses, ça ne fait qu'amplifier la violence, parce qu'on va chercher à faire le buzz. Donc je leur ai dit, partagez plus de moments en pleine nature, même si c'est sans nous, avec vos familles. Évitez d'aller sur les réseaux, regarder des choses comme ça. Alors, une fois qu'on a dit ça, mais tant qu'on leur a pas fait vivre ce genre d'aventure, en fait, nous, ce qu'on voit, c'est que les jeunes qui font des stages avec nous, à l'issue, ils vont par eux-mêmes faire des défis. J'ai des jeunes de Seclin, et je leur fais un petit clin d'œil que j'ai encadré il n'y a pas longtemps, qui sont eux-mêmes, donc c'est des jeunes d'un quartier prioritaire de la ville, qui sont allés faire le GR20 en Corse, de leur propre initiative. Et bien pendant ce temps-là, ils ne regardent pas les réseaux. Il est ardu, le GR20 en Corse. En plus. J'en ai fait un petit bout, c'est très dur. Voilà, ils ne regardent pas les réseaux pendant ce temps-là. En fait, ils ont créé d'autres mécanismes. Et il faut leur amener ça. La nature, c'est formidable pour l'humain. Aujourd'hui, on s'écarte trop de la nature. En fait, les hommes, avec un grand H, ont besoin de la nature.
Ça vous apprend l'humilité, ça vous apprend le courage, la persévérance, ça vous apprend plein de choses. Et la problématique de nos jeunes, c'est qu'ils sont trop sur les réseaux sociaux, trop sur l'aspect médiatique, chercher le buzz, etc. Mhm. Et en fait, ils ne vont plus en pleine nature. Je peux vous assurer que la nature, c'est un formidable outil pour remettre un équilibre et la cohésion. Quand vous avez des jeunes qui passent leur dimanche, quand je parle avec eux, qui m'expliquent qu'en fait, les dimanches précédents, ils étaient tout seuls dans leur chambre à faire du TikTok avec leurs potes qui étaient dans l'appartement d'à côté, ou à discuter sur Snapchat. Mais en fait, c'est dramatique parce qu'on les éduque pas à ça. Et puis les parents qui laissent faire. Enfin, il y a aussi un sujet. Qu'est-ce qui empêche aux parents d'aller proposer, de sortir, prendre l'air, faire une petite rando, etc. Alors, il faut pas baisser les bras, il faut se battre là-dessus parce qu'on a des jeunes qui s'individualisent et qui se renferment derrière tout ça. La problématique de ça, c'est que les réseaux, ça idéalise la vie des autres. Et qu'on a des jeunes qui aujourd'hui font des tentatives de suicide. Moi, la plupart des jeunes que j'ai me disent j'ai déjà fait 1, 2, 3 tentatives de suicide. Voilà. Et ça va impacter nos sociétés parce que dans plusieurs années, au sein des entreprises, c'est pour cette raison d'ailleurs que le mouvement des entreprises de France nous soutient parce que moi, je les impacte, les entreprises, en disant attention, dans 15, 20 ans, vous allez avoir des jeunes qui, aujourd'hui, si on ne les accompagne pas, seront pas assez capables de surmonter les différentes difficultés et ça va être vos collaborateurs. Il y aura un impact économique. C'est une certitude. Souvent, on parle dans les entreprises d'intelligence artificielle, des outils, etc. On peut donner tous les outils qu'on veut. Si la personne va mal dans sa peau, on n'est pas efficace. Vous faites aussi des espèces de formations pour les cadres, par exemple d'Airbus. Exactement, pour les managers Toujours aussi. en pleine nature. Tout à fait. Donc moi, je m'appuie sur ces stages-là, effectivement. Donc je le fais pour Airbus, Europort, différentes entreprises. Qu'est-ce que vous diriez, c'est ma dernière question, aux jeunes de 17 ans et demi qui s'engagent chasseurs alpins et qui partent faire la guerre aujourd'hui, si vous pouviez remonter en arrière? Crois en toi, tout ce que tu vas vivre va te forger. Tu vas passer par des moments difficiles que tu n'imagines pas aujourd'hui, mais reste en phase avec tes valeurs. C'est bien t'entourer, il faut très bien t'entourer. Et surtout, le tout, c'est de trouver du sens. Trouver du sens dans ce qu'on fait. Et c'est ça qui m'anime le matin, qui vous anime aussi, c'est ça qui anime tout le monde. C'est le matin de se lever avec du sens. Et quand on n'a plus de sens, parce que pour n'importe quelle raison, dans le milieu civil, on a vécu des choses difficiles, eh ben, il faut en retrouver. C'est le seul moyen d'avoir une voie digne pour s'en sortir et de se sentir utile pour les autres. Merci de votre sagesse, de votre générosité. Je n'ai pas vu le temps passer. J'ai l'impression qu'une faille spatio-temporelle s'est ouverte depuis qu'on s'est parlé. J'espère que vous avez ressenti la même chose, vous qui nous avez écoutés. Merci pour tous vos partages et vos messages des précédents épisodes. La dernière fois, j'ai commis l'erreur de ne pas citer toute l'équipe. Je m'en suis voulu, donc je vais tenter de me rattraper. Je tiens à remercier Abdel Chelki, responsable du pôle image, Stéphane Beaufils, coordinateur technique, Christophe Inglebert, responsable technique, Alexandre Bioré à la coordination, Olivier Chauve, éditeur visuel, notre technicien Pierre Charles, à l'éclairage, c'est important d'être en pleine lumière sur YouTube, Brahim El Moudem, la vidéo France Info, Thomas Eliès, Colline Calantonio et Thomas Moisan à la vidéo. Évidemment, c'est une idée d'Agnès Varamian et de Vincent Monnier qui sont les patrons de ce podcast que je remercie, et je n'aurais pas pu faire cet entretien sans Estelle Cognac. J'espère n'avoir oublié personne. Au pire, je citerai 2 fois la prochaine fois. Merci. Merci à tous. Merci beaucoup pour votre accueil.